Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Ma foi, moi aussi. Je vous avouerai que je suis un petit peu stressée, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir un public comme ça, c'est la première fois pour moi. Parce que d'ordinaire, moi, d'où je viens, les personnes comme moi, on les voit pas. Et puis on les entend pas. On n'a jamais le droit à la parole. Alors ce soir, faut pas vous étonner si vous me voyez un peu me pavaner sur la scène comme ça, avec les mains dans les poches. Bon, parce que déjà, je fais ce que je veux. J'ai pas de patron derrière le dos. Et puis en plus, ça au boulot, c'est un peu de l'incitation à la flemme, quoi. Alors moi, j'en profite. Je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans, je suis ouvrière d'usine. Et puis ce soir, j'ai aussi fait sauter les chaussures de sécurité, parce que ça fait un peu mal aux pieds, j'en ai marre. Mes deux parents étaient ouvriers aussi. Mon père, il a fait toute sa carrière à l'usine Renault à Flins, en région parisienne. Il était contrôleur qualité au retour client. Il travaillait en 2-8, c'est-à-dire une semaine le matin et la semaine suivante l'après-midi. Et puis à l'époque, il était hébergé au foyer des jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie, parce que les loyers étaient trop chers en région parisienne. C'est là-bas qu'il a rencontré ma mère, et puis ensuite ils ont déménagé en Haute-Normandie à 80 km de l'usine Renault. Et ça ne posait pas de problème, parce qu'il y avait des bus qui ramassaient les ouvriers sur une centaine de bornes à la ronde. Ma mère, elle a travaillé aussi un peu en usine. Elle travaillait dans une PME qui faisait des filtres industriels pour d'autres boîtes. Et puis elle a été à domicile pour les personnes âgées. Elle faisait la cuisine, le ménage, les repas. Les ouvriers en France, on est 30%. Alors c'est les personnes comme moi qui travaillent à l'usine, mais c'est aussi les gens de l'hôtellerie-restauration, de la grande distribution, du bâtiment en travaux publics, et puis j'en oublie certainement beaucoup. Et puis en face, il y a d'autres classes sociales. Notamment une qui s'autoproclame la petite bourgeoisie intellectuelle. Alors celle-là, moi, me fait rire, puis en même temps, elle m'irrite un peu des fois. Là. La petite bourgeoisie. Tu vois, les personnes comme moi qui n'ont pas trop de thunes, il ne faudrait pas qu'on croie que l'argent qui nous manque, c'est eux qui nous l'ont piqué. Donc du coup, petite bourgeoisie, on se calme, il ne faut pas que les prolos s'énervent. Ils n'ont rien volé. Je pense qu'il y a un peu un sentiment de culpabilité comme ça. Bon, ça va, je suis riche, je sais très bien qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est pas le grand capital, quoi. Les mecs, ils n'ont pas des multinationales cotées au CAC 40, ça va, il n'y a pas de souci. Et puis, bourgeoisie intellectuelle, tu vois, le mot, il est accolé comme si c'était une évidence. Et ouais, je suis désolée, ces gens-là, ils sont instruits, ça, il n'y a pas photo. Ils sont à l'université, ils ont des diplômes en béton armé, ils ont lu des tonnes de bouquins que moi, je lirai jamais. Mais ils sont instruits, quoi. L'intellect, c'est autre chose. Alors moi, ça me fait marrer ce terme, petite bourgeoisie intellectuelle. Alors ils vont me dire, ouais, mais non, tu charries, on n'a pas la prétention d'avoir le monopole de l'intelligence, c'est qu'une petite catégorie de la bourgeoisie. Ah ouais, mais non, mais ça marche pas, les gars, en fait. Parce que, est-ce que en contrepartie, quand vous parlez de certains de ma classe sociale à moi, vous dites le prolétariat intellectuel, par exemple? Non, mais sans déconner, ça n'existe pas, c'est les prolos tout court, quoi. Alors, faut pas me prendre pour une conne. Je suis pas de la petite bourgeoisie intellectuelle, mais je suis pas non plus d'une grande pauvreté intellectuelle. Ça compte. Moi, au mois de mai de cette année-là, j'ai eu le Covid. Alors, 10 jours d'arrêt maladie. Je suis tombée 3 fois dans les pommes. Je crois que j'avais vraiment pas envie de retourner à l'usine. Et du coup, après mon arrêt, j'ai téléphoné à la boîte d'intérim. Et je leur ai dit, en fait, vous m'oubliez, j'y retournerai pas. Je savais pas ce que j'allais devenir, mais c'était plus fort que moi. Alors je suis allée voir le Pôle emploi, ma conseillère, et puis je lui ai dit, voilà, je veux une reconversion professionnelle, j'en peux plus, je suis à bout, je sais pas ce que je vais faire, on s'en fout, je vais y réfléchir sur le tas, mais faut que je change, quoi. Alors refaire un CV, quand vous savez pas où vous allez atterrir, c'est pas évident, quoi. Et ma conseillère me dit, ah, c'est pas grave, vous tracassez pas avec ça, vous avez qu'à mettre dessus vos compétences transversales. C'est quoi ce truc? Elle me dit, les compétences transversales, c'est un peu tous les savoir-faire que vous avez accumulés dans votre expérience professionnelle et qui sont universels. Vous pouvez les réemployer dans plein de métiers différents. J'ai dit, ah ouais, je vois le genre. Comme par exemple la docilité, tu sais. Ça, puis aussi les gens qui sont disponibles. C'est les gens qui sont acharnés du travail, qui n'ont pas de vie, ils rentrent à pas d'heure, ils négligent leur famille, voire mieux, ils n'en ont pas. Et du coup, je me suis dit, ouais, bingo, j'ai un truc à mettre sur mon CV, quoi. Je vais marquer Gwyn célibataire sans projet parental. Et ça, à mon avis, je pense que ça peut intéresser les employeurs, quoi. Et puis
puis moi j'ai un BEP alors en maintenance industrielle. À l'époque ça s'appelait BEP MSMA, maintenance du système mécanique automatisé. Moi je préfère appeler ça le BEP maintenance des systèmes mercantiles autoritaires. Et je l'ai pas marqué sur le CV. J'ai arrêté à BEP industriel, maintenance industrielle. Et bon, je sais pas ce que je vais devenir avec ça. En tout cas, au cas où je devais retourner travailler à l'usine, ce que je souhaite pas, bah, j'ai gardé ma caisse à outils. Si jamais ça pourra servir. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le contenu d'une caisse à outils pour un agent de production en usine, vraiment la personne au bas de l'échelle sociale, qui n'a pas de diplôme, qui est au travail à la chaîne. Est-ce que vous pourriez me citer 2-3 outils comme ça qu'il pourrait y avoir dans cette caisse? Oui, une pince. Ouais, pince. Une clé. Clé, ouais. Ouais. Tournevis. Tournevis. Tournevis, ouais. Quoi d'autre? Du gaffeur. Du gaffeur. Du scotch. Des gants. Du scotch. Ah, du scotch, ouais. Nous les pronoms du scotch. C'est une marque? Gaffeur? Ok. Je dirais. Ok. Quoi d'autre si c'était votre caisse à outils? Un marteau. Ouais, marteau, voilà, très bien. Ouais. Ok, ouais, c'est pas mal, on a déjà un bon contenu de caisse à outils là pour aller bosser. Mais en fait, eh ben non. Aujourd'hui, dans les caisses à outils des ouvriers, il n'y a rien, elles sont vides. Voire en fait, on n'a même pas de caisse à outils. Et c'est un peu ce que je viens de vous raconter dans ma conférence ce soir, si ça vous intéresse, je viens de vous expliquer un peu pourquoi on en est arrivé là. Ça vous dit? Ouais. Si ma caisse à outils elle est vide aujourd'hui, bah, c'est à cause de cet enfoiré d'ingénieur Taylor. Vous savez, là, dans les années 1880, il théorise l'organisation scientifique du travail. Alors, à l'époque, les patrons, bon, ils possèdent les usines, ils possèdent les machines qui sont dedans, mais ils n'ont pas le savoir-faire manuel pour fabriquer eux-mêmes les objets qu'ils ont envie de vendre. Ce qui est un petit peu emmerdant quand même. Comme quoi, avec que du pognon, tu peux pas tout faire. Non. Et du coup, ils embauchent des ouvriers de métier qui eux-mêmes vont recruter leurs collègues en fonction de leurs connaissances spécifiques au métier. Et puis les ouvriers, ensemble, dans l'atelier, ils vont s'organiser de manière plus ou moins autonome, puisqu'ils connaissent le taf, ils savent ce qu'ils ont à faire, donc il n'y a pas de souci, quoi. Et ça fait un peu chier les patrons. Parce qu'ils perdent un peu du pouvoir à partir du moment où les ouvriers se démerdent tout seuls, c'est pas très cool. Et donc c'est là que Taylor intervient en tant que consultant pour les industriels. Il arrive comme ça, il dit au patron non mais franchement, moi les ouvriers, je les ai regardés travailler, il n'y a rien à faire, c'est des feignants, quoi. Dès qu'on a le dos tourné, les mecs ils glandent, quoi. Bon, en même temps, moi je les comprends, hein, c'est un peu dans leur intérêt, ils n'ont pas envie de trop se fatiguer. Et puis donc, ce que fait clairement Taylor, en fait, pour dire les choses en clair, il voudrait foutre les ouvriers au pas, qu'ils travaillent beaucoup plus vite et que ce soit plus rentable pour le patron. Alors il met en place toute une couche d'ingénieurs entre les patrons et les ouvriers. Et ces ingénieurs, ils vont descendre dans les ateliers, ils vont regarder les ouvriers travailler, ils vont les chronométrer, prendre des notes, s'imprégner un peu de tout leur savoir-faire manuel. Et puis avec ça, ils vont remonter dans les bureaux. Alors moi, j'ai travaillé plus de 10 ans en usine, donc j'étais dans les ateliers. L'usine, c'est pas compliqué, hein. Au rez-de-chaussée, vous avez l'atelier avec toutes les machines, tous les services, maintenance et compagnie. Et au premier étage, tous les bureaux. Donc vous avez les ingénieurs, vous avez les gars des laboratoires pour les tests de matière et compagnie, mais vous avez aussi les acheteurs des gosses et tout un tas d'autres gens que je ne connais pas, parce que moi, j'ai jamais le droit de monter à l'étage, en fait, j'ai jamais mis les pieds. Alors que eux, t'inquiète, quand ils ont de quelque chose, ils descendent. Et donc, les ingénieurs, à l'époque de Taylor, ils commencent à réfléchir un peu sur la meilleure façon de travailler, une manière scientifique de travailler, puisque selon Taylor, la science est neutre et impartiale, elle est objective, donc c'est la meilleure façon de déterminer comment on doit bosser. Et ils pondent ce qu'on appelle des process de travail. Alors, process de travail, c'est pas compliqué, on prend un métier dans son ensemble et puis on l'éclate en miettes, quoi. C'est-à-dire qu'avant, un ouvrier qui maîtrisait son travail de A à Z, ben maintenant, on lui demande de réaliser une tâche qui va seulement de C à F. Et puis tout ce qui se passe en amont et en aval de la production, ils s'en occupent plus. C'est géré par d'autres ouvriers, voire dans un autre service, ou même carrément dans une usine complètement ailleurs. Et alors évidemment, quand on réduit votre travail à une toute petite tâche un peu réverbative et puis simplifiée, ben vous travaillez beaucoup plus vite, quoi. Puisque vous n'avez rien à penser, vous prenez des gestes automatiques. Et c'est exactement ce que Taylor souhaite en fait pour le patronat. Les ouvriers perdent la vue d'ensemble sur leur métier, et donc aussi du contrôle sur ce qu'ils font, et le patron récupère ce pouvoir. Moi j'ai fait le plus gros de ma carrière dans l'usine de plasturgie, à Saint-Malo.
on fabriquait des coffrets électriques pour EDF. Vous savez, les armoires que vous avez chez vous en PVC, là, dans lesquelles vous avez vos compteurs et vos disjoncteurs qui sont branchés, tout ça. Ben, c'est ce qu'on fabriquait. Et donc j'étais au service injection. On moulait la matière plastique, les cuves, les armoires. Alors une presse à injection, c'est quoi? C'est un peu particulier. C'est une espèce de grande machine de 3,50 m de haut, sur à peu près, je sais pas, 8 mètres de long, ça prend assez de place. Vous avez le PVC, la matière plastique, qui arrive sous forme de petits granulés, dans des énormes sacs. Et puis vous appuyez sur un bouton sur la machine et vous avez des tuyaux au plafond qui aspirent cette matière PVC pour la distribuer au-dessus de chaque machine dans l'atelier. L'atelier c'est grand, hein, ça peut faire la taille de plusieurs stades de foot, ça dépend des usines. Et donc la matière plastique arrive en haut par les tuyaux, elle tombe dans une trémie. Bon, une trémie c'est un entonnoir en acier. Ça descend et après ça passe dans un grand cylindre qu'on appelle un fourreau. Et dans le cylindre il y a une très longue vis hélicoïdale. Les granulés en plastique ils sont chauffés et ils deviennent mous. Et du coup ça fait une espèce de pâte molle un peu comme de la guimauve. Et en fait c'est juste pour qu'elle soit entraînée dans les circuits. Donc cette matière chauffée, elle est entraînée par la vis hélicoïdale, elle est poussée vers la machine. Le plus gros de la machine, le corps de la machine, il est ouvert en deux parties. Vous avez un moule en acier. Alors un moule en acier, ça peut être de cette taille-là, comme ça peut faire, je sais pas, 1,20 m de haut et ça peut peser plusieurs tonnes. Ces moules, ils s'ouvrent à l'horizontale et donc ils sont fixés, chaque partie est fixée aux parois de la machine et quand la machine se ferme, ça ferme la mâchoire du moule. Au moment où le moule se ferme, la vis hélicoïdale tourne, elle entraîne la matière plastique chauffée et puis le plastique vient prendre la forme dans les enclaves du moule, suivant la forme de la pièce évidemment. Et là, tout de suite, aussitôt, vous avez des tuyaux de refroidissement qui sont branchés sur les côtés du moule et on injecte de l'eau. En fait, c'est pour refroidir immédiatement la matière plastique une fois qu'elle a pris sa forme. C'est-à-dire que si elle est chauffée pour être liquide, c'est juste pour être moulée. Il n'y a pas de temps de cuisson, c'est aussitôt refroidi pour être figé. Ensuite, le moule se réouvre et là, vous avez un bras robotisé qui vient descendre dans la machine. Il vient coller contre la pièce, il est doté de ventouses. Et puis il tire sur la pièce pour l'extraire de la paroi du moule. Et il vient la déposer sur un long tapis convoyeur. Et moi, c'est là que j'interviens, en tant qu'agent de production. Je récupère les pièces en plastique, et puis je regarde si elles ne sont pas éventuellement brûlées, s'il n'y a pas des endroits où il manque un peu de matière plastique. Et puis au couteau, je gratte un peu s'il y a des bavures supplémentaires à retirer de plastique. Et puis après, je les conditionne dans des énormes caisses en bois, et ça va à côté au service assemblage, où c'est majoritairement des femmes qui travaillent de 8 h à 16 h. Et c'est là-bas qu'on va monter les compteurs et les disjoncteurs dans ces cubes. Bon, le poste, il est plutôt tranquille, hein, le temps que la matière soit injectée, tout ça, que le moule se réouvre et que la pièce arrive sur mon tapis, il y a du temps. C'est pas des postes de rapidité. Le tapis se remplit petit à petit. Alors du coup, on gère plusieurs presses à injection en simultané, 4, 5, ça dépend. Et puis on se fait un roulement, quoi. On s'arrange pour ranger nos pièces. Et puis au tour du suivant, quand on revient, le tapis il est à nouveau plein. On ne se déplace pas pour 2-3 pièces. Et donc, quand je bossais au service injection, comme il y a des énormes machines, ben, ils n'employaient que des hommes. Parce que tu comprends, il faut appuyer sur des boutons, donc... Et donc tous les jours, c'était la galère, parce que bah, du coup, il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes. Alors je devais faire l'aller-retour au service assemblage à côté pour récupérer mes pompes de sécu, et puis mon bleu de travail. Et un jour, je vais là-bas, comme ça, je récupère mes affaires, et puis je croise une collègue, Martine. Elle me dit, ah ça y est, tu pars pour de bon à l'injection cette fois-ci. Je lui dis, ouais, c'est bon, c'est plus tranquille maintenant, ils ont enfin construit un vestiaire femme, quoi. Et là, Martine, elle me dit, ouais, bah, de toute façon, toi, t'es pas une vraie femme. Ouais. Bon, en revanche, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que Martine, c'est une vraie conne. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en horaire 3-8. Alors, le 3-8, vous travaillez une semaine le matin, une semaine l'après-midi et une semaine de nuit. Au service injection, dans une petite équipe de 10 personnes avec principalement des gars. Et moi, j'avais de la chance parce que les gars de mon équipe, ils étaient proches de la retraite. Et l'usine et les patrons, comment ça fonctionne, ils savent bien, tu vois. Et donc, un jour, j'étais en train de bosser. Et puis là, il y a un des gars des bureaux qui descend, du bureau des méthodes. Donc, tous ces gars-là qui chronomètrent nos gestes et compagnie. Et il me dit, putain, Pauline, tu déconnes, je reviens du service assemblage, là. Sur ton dossier de production, c'est marqué 20 pièces par bac. Tu les fais passer à 19, il se passe quoi? Lisez les dossiers, putain, les mecs, vous êtes chiants, c'est pourtant pas compliqué, quoi. Ben, je lui dis, en fait, Romain, la 20e pièce, elle rentre pas dans le bac. Mais comment ça, elle rentre pas? On connaît les dimensions des bacs, on connaît les dimensions des pièces, il n'y a pas photo, ça rentre, quoi. Ben, je lui dis, tiens, montre-moi. Et je lui tends un bac. Les pièces, c'est des pièces en plastique rectangulaire, la fonction quasiment à côté, je me rappelle même plus moi-même, il y a tellement de pièces, ça n'a pas d'importance.
Et donc il commence à prendre les pièces assez confiant comme ça, puis il les range dans le bac et tout. Il dit à la 17e, il commence à faire la gueule un peu. Et là il dit pour mettre la matière, mais putain ouais, elle rentre pas quoi. Alors il la tourne dans l'autre sens et je lui dis, hey, Romain, faut suivre le dossier de prod là, c'est marqué dans le sens de la longueur. Il dit, ah ça va, c'est bon quoi. Et puis effectivement, il n'arrive pas à la rentrer cette pièce. Alors il me dit non, bah vas-y, excuse-moi, c'est bon, t'inquiète, je vais remonter dans les bureaux avec le dossier, je vais modifier la quantité, puis on les fera passer à 19, quoi, t'inquiète. En fait, ce qui se passe, c'est tout con, c'est que la matière plastique, quand elle refroidit à la sortie du moule, les molécules de plastique, forcément, elles se contractent, et du coup, la pièce, elle a tendance à légèrement s'incurver. Ce qui fait que quand vous les rangez dans le bac sur le côté, bah forcément, la dernière, elle passe plus. Et ça, les gars des bureaux des méthodes, ils sont pas plus cons que les autres, hein. Ils savent très bien comment la matière elle se comporte. Seulement comme ils sont toujours là-haut, là, bah, et que c'est une donnée technique, une donnée de terrain, ils l'ont oublié. C'est truc tout bon. Et voilà ce que ça donne en fait quand on cloisonne de trop les métiers, quand on sépare l'intellect du manuel. Moi j'ai été formé par un type, Marc, qui était riggeur machine. Alors le riggeur machine, il vient monter les moules dans les machines, il règle divers paramètres, le degré de pression de fermeture du moule, la température et compagnie. Et puis, il moule les premières pièces pour vérifier si elles sont conformes. Et éventuellement, s'il y a une panne, c'est lui qui va intervenir pour voir ce qui se passe. Et Marc, un jour, il me ramène un morceau de tuyau comme ça, puis dans l'autre main, il a un espèce de petit cylindre métallique. Et il me dit, tiens, viens voir, Pauline, regarde. Alors ça, tu vois, c'est un cylindre, tu le mets au milieu de ton tuyau, tu le branches entre les deux tuyaux. Et quand le fluide passe, donc le fluide c'est de l'huile, hein, c'est hydraulique, quand l'huile passe, ça pousse une bille, et puis ça continue son chemin de l'autre côté du circuit. Sauf que si l'huile veut revenir, s'il y a un reflux, elle va venir taper contre la bille, et derrière la bille, il y a une toute petite rondelle qui est d'un diamètre inférieur à la bille, ce qui fait que ça vient fermer le circuit, et l'huile elle ne peut pas retourner de l'autre côté du circuit, quoi. Je lui dis, ouais Marc, bah, c'est cool quoi, c'est un clavier anti-retour. Bah, elle me dit, ouais, bah, comment tu connais ça quoi? Bah, en fait mec, ça fait 3 fois que je te dis que j'ai un BEP en maintenance industrielle, mais ça quand t'es une femme, ils ont un petit peu du mal à intégrer quoi. Et donc Marc, il adorait son boulot. Un jour, il me montre une pièce comme ça, il me dit, voilà, il me dit, ça fait des semaines qu'on galère à la sortir correctement, ça ressemble à rien, puis là, ça y est, on a enfin trouvé les paramètres nickel, je suis trop fière de moi, quoi. Et j'ai dit, ouais, c'est cool, mais ce morceau de plastique à côté à l'assemblage, il sert à quoi? Ça va, je vois pas, là, ça va dans quel coffret? Et il me dit, mais j'en sais rien du tout, moi. Puis je veux dire, c'est pas mon problème, j'en ai rien à cirer, parce que ça devient à côté. Et là, tu dis, bah ouais, tu vois, Taylor, il a gagné. Il a aucune vue d'ensemble sur ce qu'il fait, et il s'en fout. Moi, je trouve que travailler à l'usine, ça n'a pas trop de sens. J'ai souvent eu honte de dire à mes potes que j'étais ouvrière d'usine. Ils disaient, ouais, je travaille en intérim. J'avais honte parce que tout de suite, je me disais, ça y est, ils vont comprendre, quoi, je suis à la chaîne, c'est réverbatif, c'est pas intéressant. Je me sentais nulle, en fait. Tu sais, je peux te planter des clous, il n'y a pas de souci, mais de là à monter un meuble entier, tu vois, par exemple, j'ai l'impression d'avoir plein de petites notions dans divers trucs, mais il n'y a rien que je maîtrise vraiment de façon incroyable, quoi. Quand j'étais lycéenne, j'ai fait une seconde générale, puis je m'intéressais pas à ce qu'on m'apprenait à l'école. Et puis en plus, j'ai eu un chagrin d'amour, alors j'ai raté mon année scolaire. Et puis j'ai été réorientée en BEP maintenance industrielle, parce que c'est le premier BEP qui traînait dans mon lycée, j'ai pris un truc au hasard. Et puis finalement, je l'ai eu avec 14 de moyenne. J'avais pas envie de m'éterniser au lycée. Mais si j'avais réussi ma seconde générale, bah, je pense que j'aurais fait première littéraire. Parce que je dis que je sais rien faire, mais c'est pas vrai ça. Moi je crois que je sais quand même écrire. Et ma caisse à outils ce soir, elle n'est pas si vite que ça. Moi j'ai mis mes propres outils pour essayer de combattre un peu cette logique absurde en usine. J'ai 33 ans et je n'ai pas d'avenir. L'usine, c'est la misère de l'âme. Alors, je cache Baudelaire dans ma caisse à outils. Rien à foutre de l'albatros qu'on m'a refourgué à l'école. J'ai cru à une histoire d'oiseau gauche qui se casse la gueule sur le pont d'un navire et dont les marins se moquent. La métaphore du poète, à 8 ans, je l'avais pas comprise. Mes parents ouvriers, ils étaient trop fatigués pour se pencher sur mes devoirs. Puis la littérature, ils y connaissaient rien. Enfant, j'étais médiocre pour apprendre par cœur. J'apprenais par le cœur. Baudelaire, mon salaud. Je suis jalouse de sa plume.
Personne ne m'avait dit qu'il parlait aussi bien des femmes. Eh, ça aurait pu m'être utile, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'étais enfant, ma mère pétait les plombs. Je refusais de porter des robes. J'achetais des dinosaures en plastique sur la brocante du village. Elle râlait car je n'aimais pas les poupées. Adolescente, elle s'inquiétait que je m'intéresse un peu trop. J'en ai eu des chagrins d'amour. Martha, ma catalane aux yeux d'azur, d'une beauté naturelle que rien ne pouvait trahir. Pas même le rouge à lèvres vif qui habillait sensuellement sa bouche. Peu de maquillage, pas d'artifice. Quand elle dansait, on aurait dit le printemps. Mais bon, elle voulait pas de moi. À 15 ans, on dramatise. Ah, c'était donc ça l'amour. Balancer un pavé dans la mare qui coulerait à pic, sans faire le moindre ricochet. L'absence d'écho à mes je t'aime. La première veste, bah, ça fait mal, mais on survit. J'ai commencé à écrire à 13 ans. N'en déplaise à mon animateur d'atelier d'écriture, bah, c'est le rap français qui m'a motivé à prendre la plume. J'écoutais Kerry James, Lettres à la République, Kenny Arcana, Victoria. Mon animateur, Yann, était journaliste et éditeur. Il corrigeait mes textes au café La Java, où on y buvait quelques bières, où on tuait un saucisson sec. Il me parlait de ses interviews de stars. J'ignore pourquoi, j'ai jamais voulu me tutoyer. En fait, si. J'ai ma petite idée. Un jour, il me raconte comme ça, vous voyez les mangeurs de patates de Van Gogh? Bah pour moi, les paysans, c'est ça. Sur son iPhone, il me montre le tableau. Une famille pauvre, attablée pour un maigre dîner. Des gueux, des fermiers. Il ajoute, si les petits producteurs porcins se sont fait baiser par l'élevage intensif, bah c'est bien la preuve qu'ils sont bêtes. Ils n'ont pas su s'adapter. Yann Pontel, ce bourgeois éduqué, il fourrait ses mains sous les jupes des femmes aux tables des dîners mondains. J'y voyais plus de porc dans ses manières que chez les éleveurs de cochons. Avec cynisme, il m'expliquait le métier de journaliste. Le lecteur est un con. Le rôle du journal, bah, c'est de nourrir de vide un peuple débile, qui ne mérite pas mieux puisqu'il en redemande. Après une gorgée de bière, il essuie la mousse logée dans sa barbe et me restitue mes textes corrigés. Il ajoute, vous avez du talent. Pourquoi ne pas faire de la correspondance pour Ouest France? Parce que j'ai du talent. Ouais, mais j'ai pas fait de bac littéraire. Je me suis déscolarisée donc à 17 ans et demi. Mais c'est sans regret en fait. Parce que plus tard, je me suis rendu compte que dans les manuels scolaires, on racontait parfois un peu des conneries quand même. Ou en tout cas, on nous racontait les choses sous un angle écrit par ceux qui ont gagné l'histoire, quoi, tu vois. Moi, Saint-Malo, des fois, je traîne dans une petite librairie de quartier. Et puis un jour, j'ai découvert ce livre-là. Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail. Par Matthew Crawford. Et là-dedans, j'ai récupéré l'histoire de Ford. Alors Ford, on nous l'a tous fait à l'école hein, quand on était mômes. Ils mettent en place les lignes de montage, et puis c'est la révolution industrielle, ça embauche à gogo, ça sauve les pauvres de la misère, et tout le monde est content, quoi. Sauf que dans ce bouquin, moi j'ai appris que ça s'était pas réellement passé comme ça, en fait. Au départ, Ford, qui fabrique des automobiles, décide en toute logique d'embaucher des mécanos, des garagistes. Alors les mecs, ils arrivent et tout, et puis ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire le piquet dans les lignes de production, il y a les voitures qui passent devant, puis ils mettent 2-3 trucs par-ci, 2-3 boulons par-là, et voiture suivante, etc. quoi. Et les mecs, ça leur embarge. Il reste quelques jours, voire quelques semaines, et puis ils se taillent, quoi. Ils disent au patron, attendez, vous déconnez ou quoi? Moi je suis mécano. Je reçois le client avec sa voiture, on discute, je démonte la bagnole et tout, je regarde ce qu'il y a, je commande les pièces, je nettoie, je remonte, puis j'encaisse, quoi, je connais mon métier, quoi. Ça, c'est pas un boulot de mécano, ça n'a rien à voir. Ils restent pas. Alors Ford, ils sont bien emmerdés, du coup ils commencent à ouvrir le recrutement à tous les ouvriers. Et là, encore une fois, les ouvriers viennent, ils commencent à bosser, et puis merde, ils se font chier, quoi. C'est super ennuyeux, et puis putain, c'est pas humain, quoi. Les cadences, elles sont infernales, je crois qu'à l'époque, on doit travailler quelque chose comme 12 ou 14 heures, un truc comme ça. Et pareil, ils restent pas. Et à ce moment-là, Ford, en fait, pour avoir une centaine d'ouvriers, ils sont obligés de mener 900 recrutements. Tellement les gens ne restent pas, c'est un truc de malade. Et donc, pas le choix. Ils commencent à flipper, ils se disent qu'ils ont beaucoup investi dans les lignes de montage, qu'ils vont finir par perdre de l'argent. Et donc, ils doublent les salaires. Et là, bah, les gens, ma foi, ils se résignent.
c'est toujours pas épanouissant, et puis on se fait un peu mal et tout, mais ben, on reste. Ça les protège de la précarité. Et moi, ces ouvriers, je peux pas leur en vouloir d'avoir fonctionné comme ça. Parce que moi-même, je suis intérimaire, et j'en ai vu passer des jeunes entre 18 et 20 ans. Ils arrivent à l'usine sur l'été, ils se disent qu'ils vont se faire un peu de billets avant de retourner à leurs études, et puis leurs parents peuvent les pistonner parce qu'ils travaillent à l'usine. Et puis ils rentrent en intérim. Alors en intérim, en moyenne, vous touchez 300 € de plus que quelqu'un qui a un contrat CDI. Vous avez 20% de votre salaire brut en plus à la fin du mois. Vous avez les congés payés qui représentent 10% en plus. Vous avez droit à 2 jours et demi de congés payés par mois, mais quand vous êtes intérim, en fait, vous ne les prenez pas. Parce que si vous absentez, le patron, il vous remplace. Et donc vous avez aussi 10% en plus d'IFM, les indemnités de fin de mission. C'est une prime de précarité, en fait, puisque le patron peut se débarrasser de vous du jour au lendemain, on vous donne une compensation financière. Et donc, moi, j'ai toujours calculé que, grosso modo, en moyenne, ça faisait 300 balles de plus que les CDI, quoi. Alors, pour un peu que ces intérimaires de 18-20 ans, ils rentrent en horaire 3-8, matin, nuit, après-midi, ça donne lieu à des majorations avec le travail de nuit, etc. Et donc, ils peuvent se sortir comme premier salaire, 2000 balles net. Et 2000 balles net, quand t'as 18 ans, ça calme. Alors ces gamins-là, souvent, malheureusement, ils ne reprennent pas leurs études. Ils restent à l'usine. Et puis en plus, ils sont protégés aussi de la précarité. Surtout que finalement, faire des études, ça coûte. Quand t'es gosse de pauvre, t'as pas toujours les parents qui peuvent raquer derrière, alors l'un comme l'autre, il aurait fallu qu'ils bossent au moins, quoi. En plus de leurs études. L'intérim, ouais, c'est un monde un peu particulier. Pour faire simple, la boîte d'intérim, c'est mon employeur, donc si je suis malade, c'est à eux qu'il faut que je téléphone en premier, même avant l'usine. Et si je veux prendre un congé payé, c'est pareil, en fait, je dois demander à la boîte d'intérim. C'est pas l'usine qui décide. Parce que c'est eux qui me rémunèrent, et qui ont mon compte de CP et tout ça, qui savent où j'en suis, quoi. Et puis la boîte, l'entreprise, en fait, l'usine qui m'emploie, c'est l'entreprise utilisatrice. C'est un peu bizarre comme terme. Et donc, au milieu de moi, l'intérimaire, en toute logique, je suis la marchandise. Moi, j'étais un peu mal à l'aise avec ça. Quand je faisais de l'intérim, j'avais l'impression, en fait, de me prostituer au capitalisme, quoi. J'aimais pas mon boulot, mais parce qu'il y avait des salaires à 1800-2000 balles, je restais. J'avais la rage contre moi, j'étais en colère. J'étais vraiment pas fière, quoi. Et puis, d'un autre côté, l'intérim, c'est aussi autre chose. Moi, j'ai refusé 5 CDI dans ma vie. J'ai toujours voulu rester en intérim. J'avais des contrats à la semaine, renouvelables en fait toutes les semaines, et vous pouvez durer mais 1 an comme ça si vous arrivez à faire votre place dans la boîte. Et moi c'est ce que je faisais, je bossais vraiment du 1er janvier au 31 décembre, avec 2 semaines de coupure à Noël parce que la boîte fermait, et puis 3 semaines au mois d'août, quoi. Et globalement j'arrivais à faire ma place. Et puis avec mon BEP en maintenance et tout ça, de toute façon d'une usine à l'autre j'arrivais toujours à retrouver quelque chose très rapidement, je restais jamais un mois complet sans bosser, quoi. Et donc moi, ça m'allait bien, les payes étaient bonnes et ma place, j'arrivais à la tenir. Et donc, ça pouvait permettre aussi de dire, par exemple, au patron, la semaine prochaine, je suis pas là, en fait. C'est pas une question, hein, je suis pas là. Comme tu as des contrats renouvelables à la semaine, tu coupes pas un contrat, tu fais ce que tu veux. Et grâce à ça, moi, une fois, par exemple, j'ai pu partir 1 mois au Népal, ça s'est décidé en 4 jours au dernier moment. J'aurais jamais pu, si j'avais été en CDI. Alors moi, les CDI, je les refuse. Parce que la temporalité, le travail temporaire, si pour certains, ça représente l'inconnu, la peur, moi ça me sécurise en fait. J'ai l'impression d'être funambule au-dessus des mailles du filet, là je fais ce que je veux, je me sens libre. Et entre la liberté et la sécurité, moi j'ai choisi. Vous savez maintenant avec la dématérialisation des contrats, des papiers administratifs et compagnie, là, on signe les contrats sur Internet. Alors un jour je me connecte sur le site Internet de la boîte d'intérim pour signer, cliquer sur je signe. C'est bizarre comme concept, mais bon, on en est rendu là. Parce que je vous dis tout de suite, Internet, c'est pas. Je suis un peu réfractaire, j'ai 33 ans, mais j'ai du mal avec ça. C'est un outil, quoi. J'y passe pas ma vie pour m'amuser ou pour me divertir. Et donc ça m'emmerde, mais je le fais, je me connecte et tout, je vais signer mon contrat. Et puis là, je vois qu'il y a un document à côté qui s'appelle la DFS, la déduction forfaitaire spécifique. Putain, c'est quoi ce truc? Alors c'est assez étrange comme concept, je vous ai ramené le papier. Alors, ça c'est le papier que j'ai reçu. La DFS donc. Déduction forfaitaire spécifique.
Certaines professions de différents secteurs d'activité peuvent bénéficier d'un abattement sur leur rémunération, ceci afin de réduire l'assiette des cotisations et donc le montant des cotisations à verser aux organismes sociaux. Tiens donc. Salariés comme employeurs ont moins de cotisations à payer. Et alors en dessous, vous avez un petit tableau explicatif. On vous dit oui, par exemple, le mec qui est chauffeur, s'il signe la DFS, il aura 54 € de plus sur son bulletin de salaire à la fin du mois. Et puis par exemple, pour un ouvrier du BTP, bâtiment travaux publics, il aura 27 € en plus à la fin du mois. Et dernier exemple, un vendeur VRP, lui, ça lui fera 82 € en plus s'il signe la DFS. Ouais. Puis juste en dessous, vous avez une petite note de précision quand même, qui vous dit, attention, dans la mesure où vous payez moins de cotisations, les droits que vous pourriez percevoir des organismes sociaux seront quelque peu réduits. Allocation chômage, pension retraite, tous ces trucs-là, quoi, vous voyez. Mais cette éventuelle perte est largement compensée par l'augmentation du net à payer chaque mois. Et là, je me dis, putain, les mecs, ils se foutent de ma gueule, quoi. Déjà, moi, je suis pas trop d'accord avec le fait de ne pas payer mes cotisations, tu vois. Parce que entre deux missions intérim, je suis au chômage, tu vois, quand la boîte ferme à Noël et tout pour les 2 semaines de vacances, c'est le chômage qui prend la relève pour me payer. Et puis en plus, c'est même pas vrai ce qu'ils disent, quoi. Parce que pour que ça vaille le coup chaque mois, encore faut-il déjà travailler tous les mois. Et si moi, personnellement, c'était plutôt mon cas, c'est pas le cas de tous les intérimaires, quoi. T'as des missions intérimaires qui vont durer 3 mois comme 3 semaines ou comme 3 jours. Et donc ce truc-là, moi je le signe pas, c'est évident, quoi. Alors je laisse de côté, et puis je me déconnecte, quoi, du site internet. Sauf que quelques jours plus tard, je reçois un mail de la directrice d'une agence d'intérim à Saint-Malo, une agence qui s'appelle Star People. Et donc elle me dit bonjour Madame Barin, j'ai bien vu que vous avez signé votre contrat de travail, mais vous avez oublié de signer la DFS à côté là. Et elle ajoute sur son mail, vous savez, ça change pas grand chose, hein. Au pire, ça change rien pour vous, et au mieux, vous gagnez un peu plus, quoi. Putain, la salope, quoi. Je signe pas le truc, elle insiste, elle essaye de m'enterrer, quoi. Elle est au courant, elle sait très bien ce que c'est ce papier, quoi. Et j'avais un peu les boules, quoi, j'en ai marre qu'on me prenne pour une conne, en fait. Et donc je me suis dit, ma foi, je vais lui répondre, moi, son mail, quoi. C'est ce que j'ai fait. Bonjour madame. Je connais bien la DFS, ce qui était complètement faux, je vais la découvrir comme ça, on s'en fout. Je ne signerai jamais ce document. Je souhaite payer mes cotisations sociales normalement, contrairement aux entreprises plus aisées que moi, qui cherchent l'exonération maximale afin de se soustraire à la solidarité envers les plus précaires, qui sont au passage bien souvent ceux que vous employez. Moi, je peux vous dire qu'ils ne vont jamais rappeler. Non, franchement, c'est assez incroyable de prendre des gens pour des cons comme ça à ce point-là. Et nous, on le sait avec nos collègues. On fait mine de rien comme ça, mais on sait très bien ce qui se passe. Un jour comme ça, dans ma boîte de plasturgie, il y avait une réunion avec les CDI. Alors nous, les intérimaires, pour tout ce qui est vie de l'entreprise, on n'est jamais conviés aux réunions. On est conviés aux réunions que quand on a baissé dans les quotas de production ou qu'on a fait une connerie, quoi. Il n'y a pas de souci, mais sinon, non. Et donc un jour, les collègues, ils descendent de la réunion, puis je vois qu'ils tirent tous la gueule, quoi. Et je demande et tout, je fais papa, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et là, il m'explique. En fait, la boîte de plasturgie, elle a été rachetée par un groupe. Et puis alors, ce groupe, pendant la réunion, ils leur ont expliqué que, vous comprenez, on est emmerdé, quoi. Toutes les boîtes qu'on possède, donc en France et puis en Espagne, ils ont une vingtaine de boîtes, il n'y a pas le 13e mois, quoi. Donc du coup, par pur souci d'égalité pour tout le monde, ils leur ont sucré le 3e mois. C'était ça la nouvelle. Donne vraiment les gens pour des cons, quoi. Et je sais pas, quand même, là, ça craint. Mais c'est qui cette boîte-là qui nous a racheté? C'est vrai que je suis assez curieuse, moi. Je suis intérimaire, je peux en avoir rien à foutre. Mais mes collègues, je les aime bien, quoi. Ça me faisait chier pour eux. Alors j'ai pris mon téléphone, souvent je l'ai avec moi sur ma machine, sur le poste de travail, puis j'ai commencé à chercher comme ça. Et je dis, Michel, viens voir. Alors, Michel, c'est un collègue, moi je l'adore. Michel, c'est un monsieur un peu trapu, comme ça, avec une barbe hirsute de 3 jours, là. Il a des cheveux à moitié en friche. Il a des énormes paluches, là, on dirait des godets de pelleteuse. T'as pas envie de te fâcher avec lui, quoi. Tu vois, je l'appelle Papa Ours. Parce que des fois, je le vois, il se gratte le dos comme ça, contre les machines, c'est assez drôle. Mais bon, c'est pas que pour ça que je l'appelle Papa Ours, c'est parce que Michel, quand il parle de sa femme et ses enfants, bah, il a les yeux qui brillent, quoi, c'est adorable. Et donc j'ai dit, viens voir Michel et tout, et on commence à regarder,
On cherche des informations là sur le groupe qui nous a racheté. Et je dis, c'est quoi ça, société SA? Elle me dit, société SA, c'est société anonyme. Ah, ok. Ouais, mais je sais pas ce que c'est en fait, moi, société anonyme. Donc je cherche. Ok, d'accord. Si j'ai bien compris, une société anonyme, c'est une société dans laquelle nous, les ouvriers, on n'a pas le but de connaître le nom des actionnaires, quoi. Ça ne nous regarde pas, quoi. C'est un petit peu louche déjà comme concept, quoi. Bon. Et puis là, je regarde, je vois que cette boîte, eh ben, les usines qu'elle achète, elle les garde quelques années, puis elle les revend, ou alors elles font faillite. Et puis là, je me dis, ça craint, Michel, regarde. Parce qu'en fait, cette boîte, elle appartient elle-même à un fonds de pension suisse. Et là, tu dis, ça tue. Et Michel me dit, ouais, je comprends, et tu fais bien de pas signer un CDI, je pense. Parce que nous, les ouvriers, on n'est pas cons. Hein. Grosso modo, un actionnaire, on a compris ce que c'était. C'est un homme blanc, bourré de pognon, qui s'achète le droit de te voler le tien. Ça, c'est rien d'autre. Ouais. L'usine, c'est pas facile. Heureusement, moi, quand je sors de là, je pense tout de suite à autre chose, quoi. Moi, je dis souvent à mes potes, quand je finissais à 16h, par exemple, parce que j'ai travaillé aussi en horaire de journée, à 16h02, ma journée commence, quoi. Je cloisonne vraiment, je suis en dissonance. Puis le soir, pour me détendre, je vais un peu au bar. Je ne devrais pas fréquenter Rachel, c'est mauvais pour mon foie. Boire ensemble ne nous réussit pas. À la sortie des bars, dans les rues de Saint-Malo, on finit toujours beurrés comme des Queen Yaman. Elle dit qu'elle est féministe, comme toutes mes amies. C'est une femme libre, indépendante. Elle enchaîne les pintes de bière rousse. Moi, j'arrive pas à la suivre. Les horaires 3-8 à l'usine m'ont usé. Je ne tiens plus l'alcool. Alors, je prends toujours 2,5. Ça fait jamais plus qu'un entier. Rachel est médecin. Elle touche 4 fois mon salaire. Si elle ne s'était pas inscrite dans mon club d'aviron, je l'aurais jamais connue. Ce soir, elle porte sa robe bleu pétrole. Pendant qu'elle règle la première tournée au bar, un type me tape sur l'épaule. Clément, un collègue cariste à l'usine. C'est ta meuf, la fille canon, qui vient de quitter ta table? Rachel, non, c'est une pote, puis elle est hétéro. Ah ouais, j'aurais dû m'en douter. Les lesbiennes, on les reconnaît, elles sont toutes moches. Quel connard. J'ai pas une gueule de publicité, mais j'ai le coup point facile. Et puis personnellement, je trouve ça un peu plus utile dans la vie. Il ricane et il se casse. Entre-temps, Rachel est revenue avec les verres. Elle a assisté à la scène. Elle est outrée qu'on m'insulte. Ça brise un peu l'ambiance, alors on change rapidement de pub. À l'Amiral, la perruche de Bruno amuse la galerie en volant de son épaule à celle des clients installés au comptoir. On commande une tournée et la discussion reprend. Rachel me dit « Quitte l'usine, t'en souffres de trop. Et puis t'es loin d'être bête, tu peux envisager ce que tu veux professionnellement. Ah, arrête, les études, ça m'emmerde. Et puis moi, j'ai pas les thunes pour une formation longue. Puis ça va, je suis pas Albert Einstein, moi non plus. Mais non, je plaisante pas, Pauline, me répond-elle, le regard à la dérive par-dessus mon épaule. Je me retourne. Un homme est entré dans le bar, du genre juvénile à bouquette brune qui était à Rachel. J'ai un sourire narquois aux lèvres. Quoi, tu trouves vraiment que ce mec est beau là? Bah franchement, il est pas mal à bouteille. Arrête, on dirait un angeau de la chapelle Sixtine là, avec sa tronche des faibles qu'on a envie de souiller. Rachel est morte de rire. Bruno qui essuie ses verres également. L'homme peinture céleste s'installe à une table avec ses potes. Et je continue à déconner. Il nous a refait la soirée. Bon, c'est vrai qu'il était beau, Charlie. Nous sommes suffisamment torchés, alors je règle l'addition. Rachel s'en inquiète parce que je viens d'être mise en fin de mission intérimaire. Mais laisse Rachel, je te dis, c'est pour moi. J'adore payer des coups à des femmes géniales qui manquent pas de fric avec l'argent de mon chômage. J'ai l'impression de renverser le système, ça me soulage. Elle rigole et me donne un baiser sur la joue pour me remercier. Rachel, c'est la preuve qu'on peut avoir des thunes sans être condescendant. Moi, j'aime bien écrire, mais finalement, je lis pas beaucoup. Et ça m'est même déjà arrivé, en refermant un bouquin, de me dire que j'aurais jamais dû le lire, en fait.
Je sais pas si vous connaissez ce truc de développement personnel, là, ce bouquin qui s'appelle Miracle Morning. Ça vous dit quelque chose, ce machin? Oui, j'ai entendu. Ouais. Alors le mec, son concept, c'est un truc de dingue, quoi. C'est que pour être un winner dans la vie, eh ben, lève-toi 2 heures plus tôt que d'habitude le matin. Ouais. Tu vois, il commence à expliquer aux gens que tu pourrais profiter de ce temps-là, en fait, pour faire ce que t'aimes bien. Il suggère des choses un peu aux gens. Il dit écris dans ton journal intime, et puis va courir un peu, fais de la méditation, du yoga, de la respiration, tout ça, bah, éclate-toi, quoi. Puis après, quand tu pars au boulot, t'as la patate et tu te sens plus puissant, quoi, tu vois. Et il dit, ouais, voilà, tu te lèves par exemple avant 8h, à l'heure où tout le monde dort. Ok, mec, avant 8h, il sort de quelle planète, lui? Parce que, enfin, va dire ça à un boulanger ou un éboueur, tu vas voir, que tout le monde dort avant 8h, quoi. Il a vu jouer sa loupe, quoi. Tu sais, ça reprend le vieil adage, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, bah moi je suis ouvrière, je peux dire que l'avenir n'apporte rien à ceux qui se crèvent trop. Et donc je dis ce truc et je fais, c'est quoi ce délire, quoi? Je me reconnais pas, moi, là-dedans, avec mes horaires 3-8, en plus, se lever 2 heures plus tôt, ça veut rien dire, quoi. Et là, je me suis dit que c'était vraiment une filmisterie pour jeunes cadres dynamiques, quoi. Bouquin de merde, quoi. On m'a dit dans ta conf, mets des chiffres. Bah, 3 bits. Non, plus sérieusement, ouais, alors, selon la médecine du travail, un ouvrier qui travaille en horaire 3-8, toute sa carrière, donc à peu près avec 40 berges, il perd 10 ans d'espérance de vie. Ce chiffre-là, il est assez connu et il calme un peu. Mais les 3-8, c'est pas que ça, en fait. Les 3-8, pour moi, c'est quand ma sœur vient en vacances chez moi et que je l'ai pas vue depuis 1 an et demi parce qu'elle habite dans le Beaujolais, en ouvrant la porte, elle me dit oh putain, Pauline, t'as pris un coup de vieux. Bah ouais, j'ai pris un coup de vieux, ouais. Ça, c'est clair. Puis les 3-8, c'est quand il fait tout le temps nuit. En hiver, tu vois, tu commences à 22h. T'arrives à l'usine, il fait nuit. Tu bosses, tout ça, et puis pendant tes pauses, t'as envie d'aller prendre un peu l'air dehors. Tu sors dehors, il fait nuit. Et à 6h du matin, quand tu reprends le volant pour rentrer chez toi, ben il fait nuit. Tu prends ta douche, tu déjeunes, et puis tu vas te coucher. Le soleil, lui, commence à se lever, et toi, tu fermes les stores. Il fait toujours nuit. Et puis si tu veux faire une nuit de sommeil correcte, tu dors 7 heures, quoi. Donc tu te lèves à 14h. À 14h, tu remanges, tu fais ta vie, si tu as des rendez-vous, tu vois des potes. Puis à 17h30, bah, il fait à nouveau nuit. Alors quitte à se bouffer les 3-8 à l'usine, moi je vais aller bosser en Arctique, quoi. Tu vois, là-bas, ça fait nuit 6 mois dans l'année, ça change rien, quoi. Souvent on a des carences en vitamine D. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des carences en vitamine D l'hiver. Hein. Mais nous, plus particulièrement les travailleurs en horaire 3-8 et en nuit, on a souvent des carences. Puis l'usine, ça laisse des sales cadeaux quand même, ça laisse des traces, les 3-8. Un jour comme ça, j'étais sur mon poste de travail, puis je me faisais chier, pas très étonnant jusqu'à présent, et je lisais un article de presse sur mon téléphone. Puis d'un seul coup, putain, j'avais l'impression d'être au CEP, et j'arrivais plus à lire les syllabes, je les mélangeais ou je butais sur les mots. Et puis il y a mon chef d'équipe qui passe dans l'allée, et puis il me pose une question, et quand je le fixe, je vois un point noir sur son visage, et son visage il s'efface. Et je me dis merde, je dois être fatiguée ou je sais pas, faut que je prenne un rendez-vous chez l'ophtalmo, j'en sais rien. Et puis donc ça dure comme ça, j'ai le champ de vision qui se rétrécit un peu. C'est-à-dire que si je mets ma main devant, je la vois, si je la mets ici, je vois plus rien, quoi. Alors ça commence à m'inquiéter un peu, puis je vais pour aller discuter avec mes collègues, leur dire hey, les gars, vous savez quoi? Et puis là, bah, en fait, je pouvais plus parler. Alors mon collègue Michel, il me regarde comme ça, il me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'arrivais à penser les phrases, mais je pouvais pas les formuler, quoi. Il me dit t'arrives plus à parler, c'est ça? Je fais signe de la tête, il me dit oh putain, on va faire un AVC. Parce que Michel, il a déjà fait un AVC. Et puis, il n'a pas eu de séquelles, heureusement, mais lui, il était complètement flippé, il était catastrophé. Il me regarde, je dis, oh non, putain, oh non, on avait ça à 28 ans, c'est moi. Ah, le type, je le vois dans ses yeux, tu m'as déjà enterré, quoi. Et toi, tu peux plus parler, c'est là. Il dit, est-ce que t'as le visage paralysé un peu comme ça? Et c'est vrai, j'avais un peu la langue engourdie. Et que d'un seul côté? Bah oui, côté gauche, oh putain. Alors les mecs, ils appellent les ambulances et tout, machin. Et puis on attend un peu, quoi. Et au moment de partir, je passe devant une machine, la machine numéro 133, et je la monte du poids comme ça, quoi. Et mon chef, il me dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, la machine et tout? Et en fait, je peux même pas dire 133, même ça, je peux pas le prononcer, quoi. Et donc, il comprend ce que je veux dire, quoi. En fait, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que la machine 133, dans le fourreau, là, dans la vis hélicoïdale, il y a encore toute la matière plastique dedans. Et si ça chauffe trop longtemps, elle va durcir, et ça va bloquer toute la machine. Et après, les gars de la maintenance, ils sont obligés de tout démonter. Et pour récupérer la matière brûlée, solidifiée, il faut qu'ils tapent au marteau et au burin et tu perds des heures et des heures de production. Et c'est super chiant à faire, quoi.
Donc j'essaie de leur dire, faut purger la 133, faut la purger avant que je parte, quoi. Et là, mon collègue, il comprend, il me dit, mais laisse tomber, on s'en fout de la machine, on n'a rien à foutre, là, c'est quoi ce délire? Tu pars en ambulance et tu t'occupes de rien, quoi. Et il a raison, en fait, les mecs. Mais ça, ce truc complètement absurde, là, bah, ça porte un nom, ça s'appelle la conscience professionnelle. Et voilà ce que ça donne quand tu finis par y être aliéné. Et donc, je pars en ambulance, alors, le brancardier, il me charge dans l'ambulance, puis ce con-là, il oublie de mettre les freins sur les roulettes du plumard, tu sais. Ce qui fait qu'il me charge dans l'ambulance, c'est que l'ambulancier, chaque fois qu'il prend un virage un peu trop serré, ben voilà, à l'arrière, tu sais, je me balade dans le plumard, et le mec, oh, pardon, excusez-moi, madame, il essaie de me rattraper, il a failli me tuer. On s'est bien marré. J'arrive à l'hôpital, il est 10h, à ce moment-là, j'ai retrouvé l'usage de la parole quand même, mais bon. Il est 10h et tout, et puis là, je vois une fille qui passe devant moi dans un lit. Je l'ai reconnue, c'était une petite bouille mignonne, une petite brune avec des taches de rousseur. J'avais travaillé à la laiterie, en fait, avec elle quelques mois plus tôt. Et elle m'explique qu'en fait, il y a un collègue qui a descendu un transpalette, un chariot élévateur, là, avec des fourches. Et les fourches, elles sont descendues sur son pied. Alors, avec les chaussures de sécurité, vous avez des coques de protection au bout, mais ça prend que les orteils. Et là, pas de chance pour elle, c'est descendu plus haut. Et elle s'est blessée. Et je me suis dit, tiens, ce jour-là, d'hôpital, on est 2 ouvrières, quoi, déjà. Et donc, à 17h, je passe un scanner, et tout est OK. Et le neurologue me dit, mais en fait, madame, ce que vous avez, c'est pas un AVC, c'est une migraine ophtalmique. C'est des migraines avec des très fortes... c'est assez impressionnant, vous n'avez pas forcément mal à la tête, mais à la place, vous avez des troubles neurologiques. D'où la perte d'usage de la parole et du champ de vision. Et il m'a dit, c'est bénin, faut pas vous inquiéter, mais maintenant que vous en avez déclenché une première fois, vous risquez d'en refaire. Il me dit, vous travaillez en 3-8? Bah, je dis oui. Il me dit, cherchez pas, c'est la fatigue. Et souvent, les gens sont têtus, ils font pas le rapprochement. Ils disent, attendez, ça fait 3-4 ans que je travaille en 3-8, et là, ça m'est arrivé récemment. Et en fait, c'est une fatigue qui s'accumule vraiment petit à petit, sournoisement, de semaine en semaine et de mois en mois. Et donc, il avait raison, le neurologue, parce que j'en ai refait des migraines ophtalmiques. Un dimanche matin, je vais en rando dans la forêt, et puis je reviens, je mets mes chaussures de rando dans le coffre, et puis je m'installe au volant, puis je vais pour démarrer. Et là, pareil, champ de vision rétréci, je voyais plus rien. Alors j'ai attendu un peu, j'ai fait une sieste, j'ai dormi une demi-heure, et puis quand ça m'est passé, j'ai repris le volant. Sauf que si j'avais pris le volant 2 minutes plus tôt, bah, j'étais sur la 4 voies, sans rien voir. Les 3-8, c'est ça. Allez, il y a quand même un avantage en fait, au 3-8. Quand on est d'équipe de nuit, on n'a pas de chef sur le dos. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, parce que tu comprends, les cadres, ils vont quand même pas venir bosser la nuit. C'est pas humain. Alors on est tranquille, et puis ça passe, hein, faut pas croire, la nuit souvent on nous infantilise, ouais, la nuit il faut le bordel et tout, mais que dalle en fait, on fout pas le bordel. Quand il n'y a pas un chef tout stressé là qui vient dire, ouais, dis donc les gars, les courbes de production elles sont pas bonnes, bah ouais, tu parles quand les courbes de production sont pas bonnes, il fait des courbettes derrière au PDG, tu vois, pour essayer de s'expliquer, et nous on s'en fout ça en fait. Et donc on n'a pas tous ces gens-là un peu chiants, quand le mec du bureau des méthodes, tranquille, il n'est pas là quoi. C'est le seul avantage. Et la journée, ça se passe différemment. Moi, on m'a fait faire de la merde en usine, on m'a fait faire de la fraude en fait. Sur Grenoble, je travaillais dans une boîte de cosmétiques. On faisait des crèmes pour le visage, pour les mains, et puis des gels douche, avec de l'eau thermale. Et puis, j'étais responsable de ligne. Enfin, maintenant, on dit plus ça, on dit pilote de ligne. C'est un peu kamikaze, à mon avis, sur les bords. Et donc, mon taf, c'est qu'en fait, le produit, il arrive dans des grandes tubes en acier, et puis moi, je le conditionne en tube et puis en carton, et ça part chez le client. Et vous avez des gros dossiers de production de 20 pages, comme ça va sur le cutané, quoi, c'est vachement suivi. Et puis donc, le cariste, il m'apporte la grosse cuve de produit, et moi, je dois vérifier si le numéro de l'eau sur mon dossier, il correspond au numéro qu'il y a sur la cuve. Et donc, le cariste, avec son Fenwick, là, son chariot élévateur, il m'apporte ça, puis il repart, et je téléphone, je fais, attends, Farid, je comprends pas, là, parce que mon numéro de l'eau, il correspond à la cuve. Là, je suis en crème lavante bébé, là, pour les bébés. Mais avant, j'étais en crème lavante adulte, et finalement, c'était le même numéro. C'est quoi? Tu m'as ramené 2 fois la même cuve. Il me dit, ah non, il me dit, ne prends pas la tête. De toute façon, c'est le même produit. Crème lavante pour adultes et bébés, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Sauf que la crème lavante pour bébé, elle coûte 3 balles de plus, quoi, quand même, dans le commerce, quoi. Et donc, là, je me rends compte que c'est du vol. Il y a que l'emballage qui change. Il est bleu clair, le tube, avec un petit nounours, et c'est tout, quoi. Et les patrons, ça, ils s'en foutent, hein. Le consommateur derrière qui pousse son caddie, pour eux, c'est même pas eux les clients. Les clients, c'est la grande distrib ou la pharmacie qui a acheté le produit cosmétique, qui l'achète derrière, ils s'en tapent. Mais moi, j'y pense à ces gens-là. Parce que potentiellement, ça peut être moi. Et donc, ça m'emmerde un peu. Mais bon, ma foi, bah, je le fais quand même. Et puis, j'ai bossé aussi dans l'usine de viande.
Alors j'ai marqué sur mon CV, hein, génocide d'animaux, découpage en morceaux de lapin, quoi. Techniquement c'est ça, quoi. Il y avait un truc qui était super désagréable quand les lapins étaient morts. Attention, pour ceux qui sont un peu sensibles, avec un couteau, on peut passer dans le globe oculaire et sortir les yeux comme ça des lapins pour les arracher. Je sais pas pourquoi les clients allemands, pourquoi eux plus que les autres, j'en sais rien, ils supportaient pas en fait d'avoir les lapins avec les yeux, tu sais. Ils devaient pas supporter les regards accusateur, tu sais. C'était un truc de dingue. Et ça, je l'ai fait plus d'une fois et je me suis jamais habituée à ce geste-là, quoi. Donc tu vois, les lapins, ils arrivent sur des chariots en acier avec des crochets, là, ils sont bien raides, bien morts, droits. C'est pratique parce que la ligne, elle est dans le sens de la longueur, et du coup, quand tu poses des lapins, ça pousse tout seul, nickel. Et donc t'as la charlotte sur la tête pour pas que les cheveux tombent, la blouse blanche, les bottes, tu travailles à 5 degrés, c'est pas très agréable, quoi. Et un jour, on passait les lapins comme ça, sur la ligne, et puis il y a un type là-bas au bout, il dit, les gars, on passe en halal. Alors tout le monde se donne le mot, on passe en halal, ok. Et là, il y a un type, il attrape le rouleau d'étiquettes, il le retire, il prend des étiquettes marquées halal, il les fout dessus, on prend les lapins sur la même ligne, et on continue, quoi. Et là, j'ai mon collègue Mohamed, qui est camerounais, qui me regarde effaré, quoi, et j'avais trop honte, en fait. Je dis, bah non, Mohamed, je suis désolée, c'est pas vraiment du halal, en fait. Et putain, j'étais trop gênée, quoi. Et là, encore une fois, tu vois, le lapin halal, dans le commerce, il coûte quelques euros de plus. Et puis, on avait le même cas de figure avec les lapins de Kervor. Alors le lapin de Kervor, c'est un lapin qui est nourri à la graine de lin. Comme ça, la viande, elle est plus riche en oméga 3. Et c'est des lapins qui ont les poils noirs et puis les yeux noirs. Et un jour, comme ça, on passe une grosse commande et je dis à mon chef, mais viens voir, il n'y a plus de Kervor là sur le chariot. Puis je suis allé voir au congèle, il n'y en a pas d'autres. On s'est planté sur la commande, on a pris une commande trop grosse, il n'y a pas les quantités. Et il me dit, tes lapins là, ils n'ont plus de poils de toute façon. Je dis non. Il me dit, dans le lot, il y en a qui ont les yeux noirs. Comme si tu veux pas, on dirait que c'est des Kervor. Putain, et là le lapin il coûte 6 balles de plus, quoi. Et moi je l'ai fait, quoi. Je travaillais aussi dans l'industrie du yaourt et c'était pas mal aussi. Alors tout ça aussi c'est des boîtes qui sont sujettes à des contrôles normalement vachement précis, quoi, l'agroalimentaire. Tu vois par exemple, là où je faisais le lapin, quand on est arrivé un jour à 6 h du matin, il y a le chef qui se pointe dans la salle de pause. Puis il nous dit, bon, les gars, aujourd'hui, on fait pas comme d'habitude. C'est-à-dire, si les lapins, ils tombent par terre, on les remet pas sur la chaîne de montage. Vous mettez des bacs rouges et vous les mettez à part. Et je dis, tiens, il est devenu propre, quelle mouche l'a piqué, lui, d'un seul coup, quoi. Bon. On s'exécute, nous, on est plutôt contents, hein, de bien bosser, on manque que ça. Hein. Et donc, on le fait, quoi. On met les bacs rouges et tout ça. Quelques heures plus tard, putain, il y a un contrôle d'hygiène, quoi. Les salauds, quoi. Ils sont courants. Et donc, dans les produits laitiers, c'était un peu différent. En fait, vous avez des grandes machines avec les pots de yaourt vides, ils arrivent tous attachés ensemble, ça fait un tapis de pot, quoi, une grande bande. Et puis donc ça arrive sur la machine, ça passe au poste de remplissage, et puis après il y a le poste avec un rouleau qui vient mettre les couvercles, les opercules. Et puis de temps en temps, ça arrive qu'il y a un pot qui a l'étiquette du tour qui est collée un peu de travers, ou l'opercule qui est mal mise, et puis le truc il n'est pas hermétique. Alors, dans l'idéal, tu arrêtes la machine, tu casses tes yaourts là pour accéder à celui chiant, parce que c'est toujours celui au milieu qui fait chier. Tu le casses un peu pour accéder à celui qui t'emmerde, et puis tu l'isoles, tu le mets sur une palette qui pourrait être mis au frigo éventuellement pour la banque alimentaire, si par exemple c'est juste une étiquette collée de travers, c'est pas grave. Et puis bon, tu pousses les yaourts que t'as coupés un peu n'importe comment, tu les mets à part aussi, et puis après tu relances ta prod, quoi, tranquille. Sauf que bah non en fait, faut surtout pas arrêter la machine. Ce que les mecs ils font, c'est que les yaourts abîmés ils sont par là, ils prennent un cutter, ils coupent la grande bande de yaourts, et puis il faut se dépêcher, hein, parce que la machine elle continue à pousser derrière les nouveaux yaourts. Et puis tu fais comme tu veux, tu te démerdes, tu attrapes toute cette bande de yaourt, là c'est assez lourd, hein, et tu te l'enfiles sur l'épaule comme ça, donc tu as 150 yaourts d'un seul coup, et allez hop, benne à ordure en fait. Ouais, parce que le geste il est beaucoup plus rapide et il part moins d'argent. Et après ces mecs-là, bah, ils viennent te parler d'écologie, tu vois, et de gaspillage. Ouais. Bah l'écologie, on va en reparler. Donc voilà, moi je me suis levée à 4 h du matin pendant plus de 10 ans de ma vie, on m'a volé une dizaine d'années de ma vie pour aller fabriquer de la merde. Moi, il y a des matins à 3 h, quand je me réveillais, je pleurais. Je pleurais de j'ai pas envie d'y aller et de fatigue parce que j'avais pas mon compte de sommeil. Et puis ma foi, j'y allais quand même. Et je suis sacrément en colère. Il n'y a pas que moi comme ouvrière qui est en colère. Et moi les mecs, je les comprends. En 2019, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, les week-ends, putain, les manifs, ça y allait quoi. La hausse des prix du carburant pour un ouvrier pauvre, cela signifie de devoir choisir entre remplir son réservoir d'essence ou l'assiette de ses mômes. Alors dans la campagne française,
Mes bleus de travail en colère sont devenus gilets jaunes. Et puisque le gouvernement les faisait tourner en bourrique, ils ont investi les ronds-points pour s'exprimer. Sur les plateaux de télévision, la parole est réservée aux gros salaires. Quand on invite un pauvre, c'est pour le lyncher. Regardez-moi cette pecno égoïste qui s'offusque du prix du baril pendant que la planète se réchauffe. S'indignent les bourgeois. Paraît que les gilets jaunes votent FN. Ouais, probablement le même pourcentage chez eux que pour le reste de la population, hélas. La récupération politique par des fachos, c'est pas le sujet. Mais ça arrange tout le monde. Parce qu'on n'aime pas les insurrections sans bannière. C'est trop fédérateur. Alors le pouvoir médiatique déforme la réalité pour compléter le massacre des CRS. On assiste à la légitime défonce orchestrée par Macron contre la légitime défense de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Le mépris de la classe populaire, c'est d'abord des discours biaisés qui empoisonnent les cerveaux, avant que ne pleuvent les coups de matraque sur les manifs d'ouvriers, sur les soignants, les étudiants. Les cols blancs en jet privé, ceux qui ne manquent de rien, viennent nous donner des leçons d'urgence climatique, tandis que les miens survivent au quotidien sur des sièges éjectables. L'écologie? Parlons-en. De l'éco-blanchiment? Une grosse farce. Le Grenelle de l'environnement? C'est de permettre à une multinationale de racheter du crédit pollution excédentaire à des boîtes au bilan carbone moindre. Ainsi, les navires éventrés de Total peuvent déverser des tonnes de pétrole dans les océans en toute impunité, tandis qu'on vous traitera de monstres irresponsables si vous quittez votre domicile en oubliant d'éteindre la lumière. Alors on instaure des taxes, on réprimande de façon inégalitaire. L'amende, c'est la sanction du pauvre et le passe-droit du riche. À l'heure du réchauffement climatique, on pointe du doigt la démographie mondiale exponentielle qui devient ingérable. Le fameux « nous sommes trop sur la planète ». C'est la culpabilité d'exister, celle que les prolétaires rebelles refusent d'endosser. L'humanité serait indécente de croître sans entrave, pendant que le capitalisme, lui, n'a aucun compte à rendre sur sa croissance privée dévastatrice. On ne la fait pas aux gilets jaunes. Le développement durable, c'est un leurre. Comme la croissance économique, qui n'alourdit que les bourses de ceux qui les ont déjà pleines. Si le fric devait ruisseler des grosses fortunes de France vers les plus démunis, ils n'en voudraient même pas. L'argent sale du grand capital en guise d'aumône, gardez-le. Moi, j'ai pas porté le jaune fluorescent. J'aurais peut-être dû. Je préfère le noir des anarchistes, mais j'en suis pas vraiment non plus. En fait, les cadres et les doctrines, ça m'emmerde. En tout cas, j'attends rien des énarques qui trônent à l'Élysée. Le pouvoir ne démissionnera pas. Hein. Je refuse de réclamer des droits, je préférerais les prendre. Et puis, j'ai toujours fait de la politique, c'est plus fort que moi. On me dit, Pauline, arrête ton cirque. Tu nous fatigues. T'es toujours en colère. Avec tes idées de mutinerie, là, si tu continues comme ça, tu passeras pas les 40 berges. Je sais pas. Ça dépend peut-être de la tronche que, collectivement, on décidera de donner à la France. Un jour, à l'usine, on a vu un service extérieur débarquer. C'était pour réaliser un test de pollution. Ils ont demandé aux régleurs machines de s'équiper avec des baudriers, avec des capteurs, pour récupérer les particules qu'il y a dans l'air. Alors ils ont demandé ça aux régleurs machines parce qu'eux, ils montent régulièrement dans les presses pour bricoler. Et puis quand on purge les machines, cette espèce de matière plastique devenue un peu guimauve, là, ça fait une grosse bouse au sol, et on l'écrase avec le pied. Et à ce moment-là, il y a plein de gaz qui sortent de la matière plastique. Ça pique la gorge et puis les yeux, ça fait pleurer, ça pue, c'est horrible. Après, c'est pas parce que ça pue que c'est forcément toxique, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Toujours est-il que si on demande d'écraser comme ça les purges pour faire sortir le gaz, c'est parce qu'un jour on a stocké une grosse caisse à l'extérieur sur le parking de l'usine, et il a fait chaud, le soleil a tapé, et il y a eu un incendie, à cause des gaz qui a emprisonné dans la matière. Et donc les mecs, ils étaient plutôt contents de se prêter au jeu, même si c'est un peu encombrant comme matériel, ils voulaient savoir, quoi. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans ce service-là, dans la salle de pause, un jour, j'entendais les collègues, les anciens surtout, discuter comme ça, ils faisaient une liste de noms. André, tu te rappelles? Ah ouais, André. Et puis Claude aussi. Ah ouais, il y avait Claude et Benjamin aussi. Je me dis, tiens, c'est les collègues qui sont partis à la retraite. Mais en fait, non, pas vraiment, c'est surtout les collègues qui étaient morts, peu après ou peu avant la retraite. Alors évidemment,
Parmi eux, il y avait beaucoup de cancers et il y avait des gros fumeurs, mais pas que. Il y avait des gens qui avaient plutôt une vie saine. Alors les mecs, ils se sont toujours posé des questions. Mais bon, ma foi, quand on n'a pas de preuves, bah, on dit rien. Et donc, on réalise ces tests. Et puis, quelques jours plus tard, je croise un délégué syndical. Et je lui dis, ah, il en est quoi des tests de pollution qu'on a réalisés? Il me dit, bah justement, j'ai réunion cet après-midi, je leur demanderai. Quelques jours plus tard, je le revois. Et je lui dis alors, il me dit, ah ouais, t'inquiète, les résultats sont bons, il n'y a pas de souci. Je lui dis, cool, est-ce qu'on peut les afficher sur les panneaux là qui sont à disposition à côté de la salle de pause pour que les ouvriers les voient? Là, le mec, il est un peu surpris, il me dit, bah écoute, je sais pas, je poserai la question, ouais, pourquoi pas. Et encore une fois, ça traîne comme ça, et la semaine suivante, je le relance encore, et là, il commence à s'énerver, tu vois. Il me dit, écoute, Pauline, c'est bon, j'ai vu avec David, il m'a dit que les résultats étaient bons, mais que par contre, ils n'allaient pas les afficher dans l'atelier, quoi. Ça vous regarde pas. Ah ouais, ça me regarde pas, quoi, et gonflé, lui. Putain, j'étais furax, quoi. Ce qu'on respire tous les jours, ça ne me regarde pas. Ça en dit long sur la façon dont ils nous traitent, putain. Et puis il a commencé à me traiter de complotiste. Parce que vous voyez, sous-entendu, ah, s'ils veulent pas montrer les résultats, c'est forcément qu'il y a quelque chose de mauvais à cacher. Or, c'est pas du tout ce que je disais. Moi, je lui parlais de principe, tout simplement. C'est une question de principe, en fait. Ça nous regarde. Et là, tu dis, putain, ça craint, en fait. Moi, je comprends qu'il y ait beaucoup d'ouvriers qui n'ont pas confiance au syndic. Parce que si le mec, quand tu lui parles de principe, il voit même pas de quoi tu lui parles, ben, faut pas s'étonner, en fait, que les ouvriers ne les croient pas. Et les résultats des tests, ben, on les a jamais lus. Alors moi, j'ai essayé de chercher des infos un peu sur la plasturgie et j'ai pas trouvé grand-chose. Mais finalement, j'ai trouvé d'autres chiffres qui sont quand même intéressants. Selon l'INSEE, chez les hommes, les cadres vivent 6 ans de plus que les ouvriers. Accidents du travail, recensement 2021. Bilan après 6 mois de recensement des accidents. 163 victimes d'accidents mortels. Parmi elles, 9 marins et marins-pêcheurs. 41 ouvriers du BTP. 6 livreurs de repas. 13 ouvriers de l'industrie. 18 agriculteurs et ouvriers agricoles. 28 chauffeurs routiers. 8 bûcherons et élagueurs. Les causes des accidents, 17 chutes ou effondrements de charges. 19 chocs avec outils ou machines. 24 chutes. 24 malaises cardiaques, principalement les chauffeurs routiers pour les malaises cardiaques, et 36 accidents de la route ou de tracteur. Ouais, le travail ça tue. Enfin, surtout les pauvres. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait même des pauvres qui avaient moins de chance que les autres, dis donc. En cherchant sur internet, je suis tombée là-dessus. Ils ont tué un ouvrier. Dariketa était un ouvrier. Il avait 28 ans. Il était malien. Il vivait et travaillait en France depuis 8 ans. Il était sans papier. Il est mort le 18 avril après une chute de 5 mètres sur le chantier où il travaillait. Il est mort à cause des conditions de travail dans le bâtiment qui ont fait 176 victimes en 2019. Il est mort parce que, en tant que sans-papier, il était soumis à toutes les pressions supplémentaires que génère l'absence de droit et la peur de l'expulsion. Barry n'est pas un cas isolé. Il y a quelques jours, Ibrahim du collectif des sans-papiers de Montreuil a aussi eu un accident. Tombé d'un échafaudage, il a perdu connaissance. Et plutôt que d'appeler les pompiers ou l'emmener à l'hôpital, son patron l'a simplement déposé au foyer. Comme de nombreux et nombreuses sans-papiers, Barry faisait partie des premiers de corvée célébrés pourtant par Emmanuel Macron. Il a continué de travailler dans la même entreprise en bâtiment cette dernière année en pleine crise sanitaire, sans pouvoir bénéficier d'aucune protection et sans logement salubre. Moi, quand je dis ça, ça me désespère. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre, là, des 4 murs de l'usine, du bâtimento et des néons blafards, j'ai envie de sortir un petit peu prendre l'air. Allez, venez, je vous emmène à la pêche. Ouais, parce que moi, sur mon temps libre, je pêche, en fait. Des fois, avec mon collègue Jean-Yves, la nuit, on arrive à 22h et on fout les cannes à pêche derrière le coffre dans le coffre de la bagnole. Et puis on monte les hameçons au boulot. Il monte un peu comment on passe le fil pour que ça tienne bien. Et puis à 6h du matin, au lieu d'aller se coucher, nous on file à la pointe de la Varde à Saint-Malo sur la côte. C'est une grande pointe rocailleuse qui descend à pic. Alors on descend comme ça, on a la canne à pêche dans une main, puis le sac bien accroché derrière. Et tu vas comme ça, et quand tu descends dans les cailloux, putain, t'as le caillou sous le pied, puis t'en as un autre dans le dos, tellement c'est pentu, quoi. La première fois qu'il m'a fait descendre ici, mais moi j'étais flippée, quoi. J'étais sûre de ton coup, là. Ouais, il y a un chemin ici, ça ressemble pas trop à un chemin, quand même, quoi. Et là, je suis là, j'ai les jambes qui tremblent, quoi.
Et c'est sûr que moi je nage pas terrible, lui c'est pire, il sait pas nager du tout. Sa femme quand elle part là-bas, il est flippé quoi, elle est trop flippée quoi. Il sait pas nager et puis il me dit quand il y a trop de vent j'y vais pas, parce que si tu dérapes c'est chaud quoi, et quand il pleut c'est pareil ça glisse. Bon, de toute façon si tu dérapes t'as pas besoin de savoir nager, parce qu'à mon avis t'es mort avant de toucher la surface du sol quoi. Ah c'est sûr que là les constructeurs maritimes ils viennent pas regarder un peu ce que t'as pris comme poisson quoi. Et donc on descend à 6h30 du mat et puis on commence à pêcher comme ça, et là il y a le soleil qui se lève. Puis toi, tu dis, après une nuit de boulot de merde, bah t'as beau être fatigué, tu raccroches à la vie comme ça, en fait. Il y a le vent et tout dans le visage, et puis de temps en temps, tu fais pas gaffe, t'es occupé, tu te prends une vague et tout. C'est vraiment chouette. Et puis il m'a expliqué un peu comment ça marche à la pêche, Jean-Yves. Il m'a dit, tu vois, quand t'as des rochers, tu mets pas d'encornet, tu mets pas des lamelles d'encornet au bout de ton hameçon, parce que qui dit rocher dit crabe. Et donc les crabes, ils viennent piquer tes appâts, en fait. Faut mettre du vivant, pas du mort. Et ça, putain, il fallait y penser, quoi. Puis un jour, il m'a montré un poisson comme ça, qui s'appelle le gourneux. C'est un petit poisson marron foncé avec une queue un peu comme un tétard. Et puis le gourneux, il est vachement pratique, tu le ramasses sous les cailloux en fait quand la marée descend. Et il a une membrane sous la bouche là, qui descend jusqu'à la moitié du cou, ce qui fait que tu peux passer ton hameçon derrière la petite membrane sans qu'il saigne. Et tu peux faire plusieurs pêches avec, sans qu'il meure. Parce qu'en plus c'est un poisson qui est amphibien, donc c'est vachement pratique. Et putain, Jean-Yves, c'est une encyclopédie de la pêche quoi. Ouais, tout ça j'aurais pu le choper dans des livres, hein. Mais c'est quand même vachement moins sympa que d'aller directement avec Jean-Yves à la pêche, quoi. Puis lui, il est content, tu vois, il est proche de la retraite. Il m'avait dit, ouais, de toute façon, je suis sûr, tu vas venir prendre 2-3 tubes de pêche pour avoir les techniques, puis après, tu vas y aller tout seul, quoi. Mais non, en fait, moi, je préfère y aller avec Jean-Yves, quoi, c'est mieux. Et donc, un jour, comme ça, on pêche à la pointe de la Lade, puis d'un seul coup, je vois un truc au loin, je suis, putain, non, mais je rêve, non. Eh, Jean-Yves, viens voir. Putain, il y a des dauphins. Il y avait les dauphins, ils passent souvent à Saint-Malo. Et là, ils commencent à sauter, tout ça, le grand spectacle, il était midi. Moi, j'étais comme une folle, c'est la première fois que je voyais des dauphins dans leur état naturel, quoi. Dans leur habitat naturel. Puis Jean-Yves, il pose sa claque comme ça, il regarde, il fait « Oh ouais, putain, oh bah là, tu peux remballer ta canne, hein, ils vont bouffer tous les macros. » Le mec, il était blasé, quoi. Lui, il passe ça tout le temps, puis il a 7 ans, quoi. Et Jean-Yves, c'est vraiment un personnage chouette. Ouais, la pêche est un des passe-temps. Puis de temps en temps aussi, je flâne quand même, je dis que je lis pas beaucoup, mais je flâne quand même pas mal à la médiathèque, c'est vrai. Les dimanches pluvieux l'hiver, quand je m'ennuie, quand je sais pas quoi faire, je vais un peu traîner là-bas. Et puis un jour comme ça, je suis tombée sur un documentaire, ça s'appelait LIP, l'imagination au pouvoir. Et puis sur la pochette du DVD, il y avait des ouvriers qui couraient avec des pinceaux et puis une usine derrière. Et je me suis dit, tiens, l'imagination au pouvoir, d'habitude, c'est pas trop ce qu'on demande aux ouvriers, quoi. Nous, on va pas prendre l'initiative, on ne demande pas d'être créatif, quoi. Alors j'embarque le DVD, je m'installe chez moi, puis je commence à le regarder. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est une histoire de dingue, quoi. On est en 1973, à Besançon, l'usine LIP, elle fabrique des montres mécaniques. Et elle emploie à peu près 1300 personnes. Et puis, il y a les montres à quartz qui arrivent sur le marché, et l'entreprise, elle n'arrive pas à faire face à la concurrence. Alors, il y a un plan de licenciement qui est annoncé. Et les ouvriers, ils font la gueule. Ils savent pas à quelle sauce ils vont être bouffés, et puis, ma foi, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils en veulent un peu au syndicat, parce que les mecs, ils réfléchissent quand même et tout, ils prennent des décisions, mais en huis clos, sans trop les concerter. Alors, ils s'en plaignent au syndic, et puis finalement, ils montent un comité d'action. Et dans le comité d'action, tous les employés sont les bienvenus, qu'ils soient cadres ou ouvriers, les hommes comme les femmes, et syndiqués ou non. Et là, ils mettent la lutte en place, ils décident de faire grève, ils s'investissent à fond, ils ont l'impression d'avoir un endroit où s'exprimer, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Et donc ils font une grève générale, et puis ils occupent un peu l'usine comme ça. Et puis un jour, il y a 2 administrateurs provisoires qui descendent de Paris à l'usine à Besançon, parce que le PDG, entre-temps, il avait démissionné. Et donc, il y a une réunion qui a lieu dans la salle de conférence à l'étage. Et la salle de conférence, elle est trop petite pour accueillir tous les ouvriers qui sont restés dans l'atelier, alors du coup, ils ont une idée. Ils l'ont sonorisée. Comme ça, tout le monde peut assister quand même au débat. Et là, putain, c'est confirmé, il n'y aura pas de repreneur pour l'usine LIP. Alors, les ouvriers, ils sont furieux, ils montent à l'étage, ils demandent des comptes. Puis il y en a un qui attrape les documents administratifs d'un des PDG provisoires, là. Puis il se barre dans une pièce à côté, il commence à fouiller. Et là, il sort un document, il y a une feuille de brouillon. Et dessus, putain, il y a marqué 480 à dégager. Il s'agit des ouvriers, c'est comme ça qu'ils parlent d'eux. Alors les mecs retournent immédiatement dans la salle de conférence et ils veulent savoir ce qui se passe, quoi. Et là, il se passe un truc inédit en France. Première séquestration de patrons. Ah, j'aurais tellement aimé être là, putain.
Vraiment, j'aurais trop voulu voir ça. Ils verrouillent les portes et plus personne sort, quoi. C'est quoi ce délire? On avait dit pas de temps de licenciement, c'est mort, personne quittera l'usine. Et donc là-dessus, le préfet, il est furieux, quoi. Il téléphone, c'est quoi ce scandale? Vous relâchez immédiatement la direction, c'est pas des manières de faire. Et le syndicat, il refuse. Alors du coup, ils envoient les flics et les CRS, ils commencent à encercler un peu l'usine. Et puis, dernière sommation, et puis toujours pas, en fait, non, les gars. Alors les CRS, ils commencent à rentrer dans l'usine, ils commencent à matraquer les ouvriers, et puis les plus jeunes d'entre eux, ils attrapent des barres de fer, tout ce qui traîne, ils veulent un peu en découdre, quoi, tu vois, ils ont envie de taper un peu sur les CRS, normal, quoi. Et là, il y a Roland Vito, un des ouvriers, qui commence à baliser, il se dit, putain, ça va dégénérer, et du coup, il réfléchit pas, allez, il monte dans la salle de conférence, et puis il attrape la direction, et allez hop, il les rend à la police, tout le monde dehors, on n'en parle plus, quoi. Et le type se retrouve tout seul dans l'usine. Et ils sont un peu emmerdés parce qu'ils savent plus comment faire. Mine de rien, ils avaient des otages humains. Ça calme un peu pour la négoce. Hein. Et là, ils se retrouvent sans rien, quoi. Alors, il y a un des ouvriers qui dit, bah ouais, moi je sais, j'ai une idée, on n'a qu'à kidnapper le stock de montres. Et là, les syndicats disent, mais non, on va pas faire ça, t'es malade, quoi. C'est du vol. Et puis les montres, enfin, elles nous appartiennent pas, c'est pas légal, quoi. Alors les ouvriers, ils sont un peu divisés entre eux, quoi. Et t'en as qui disent, ouais, attends, les montres, elles nous appartiennent pas, ça se discute quand même, hein, c'est nous qui les produisons, quoi. Et puis ouais, bah ouais, c'est pas légal, mais putain, on se fait virer du jour au lendemain sans avoir notre mot à dire. Putain, c'est dégueulasse, quoi. Alors finalement, c'est ce qu'ils font. À 1h du matin, on va charger les coffres des voitures avec les montres, puis on va aller les planquer un petit peu partout dans les villages alentours. On dit aux chauffeurs d'être discrets, tout ça, et ça se fait dans la nuit comme ça. Il y a même des curés des églises qui vont accepter de planquer des montres et tout, c'est un truc de malade. Et puis le lendemain, on fait une réunion avec tous les LIP. Et puis les quelques protagonistes qui étaient restés dans la nuit à l'usine, ils expliquent un peu ce qui s'est passé. Ils disent, bon bah voilà les gars, on a fait un truc, bah on a planqué toutes les montres. Et là, tonnerre d'applaudissements. Et les syndicats sont soulagés déjà que tout le monde soit ok, que le mouvement soit soutenu, quoi. Et alors la lutte, elle continue comme ça, on s'organise, c'est l'autogestion, quoi. On organise carrément une crèche au sein de l'usine pour qu'il y ait toujours une permanence, pour pas que les CRS reprennent les lieux. Et puis tu as des gens qui vont gérer la cantine, t'en as d'autres qui vont gérer les espaces verts, dehors, l'entretien, tout ça. Et puis tu as même des étudiants qui vont venir de l'étranger en vacances à l'usine NIP pour voir un peu comment est organisée l'autogestion. Ils vont éditer un journal et tout, ça marche du tonnerre, quoi. Et puis suite à ça, donc ça continue, mais en attendant, ils ne sont pas payés. Et là, ça commence à être un peu difficile de nourrir leur famille. Alors à nouveau, ils se réunissent pour décider de ce qu'ils pourraient faire. Et là, encore une fois, il y a un ouvrier qui a une idée de génie. Il dit, mais attendez les mecs, au pire, on relance la production de montres, on les vend, et puis avec l'argent de la vente, on se fait nos salaires, quoi. C'est pas plus simple que ça, quoi. Et là, les syndicats, ce coup-ci, ils sont plutôt OK. Alors la CFDT, l'équipe syndicale de Charles Piaget, a dit, ouais, je pense que c'est la seule solution. Mais la CGT, plus haut, à mon avis, elle va tiquer, quoi, tu vois. Déjà que d'avoir kidnappé le stock de montres, ils n'étaient pas trop chauds. Là, si on dit que derrière, on va les vendre, laisse tomber, quoi. Et Charles Piaget dit, non, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une réunion. On expose un peu le problème comme ça, ouais, on n'arrive plus à payer les salaires et tout. On tourne un peu autour d'idées comme ça, mais on dit rien. Et puis on voit un peu ce qui se passe. Et donc ils font ça, et là, effectivement, pendant la réunion, ils disent, ouais, ça commence à être chaud et tout, machin. Et là, d'un seul coup, il y a un gars de la CFDT qui dit, mais moi je sais. De la CGT qui dit, mais moi je sais, on va relancer la prod. Et en fait, bingo, tu vois, tout le monde applaudit et tout, le mec il se rend pas compte qu'en fait, il parlait des personnes qui étaient déjà convaincues. Ils les ont poussés dans ce sens-là, quoi. Et ça, tu dis, putain, c'est du génie, en fait. On fait croire que l'idée, elle venait d'eux, quoi. Et je me suis dit, putain, mais c'est bingo, quoi. Et moi, je me souviens que j'ai déjà eu à faire ça une fois dans ma vie, avec goupiller un peu entre les mains du filet pour obtenir ce que je voulais et que j'arrivais pas à avoir. Je m'en souviens très bien, à l'époque, je dois avoir, je sais pas, 6 ans, je suis à l'école maternelle, et puis la maîtresse nous a un exercice à faire sur lequel on a des vignettes avec l'ordre dans lequel on se prépare le matin avant d'aller à l'école. Bon, bah alors moi je fais mon truc, je prends mon petit déjeuner, je colle ma vignette, et puis après je me lave, et puis ensuite je m'habille, et puis je me brosse les dents et je vais à l'école, quoi. C'est bon, c'est torché, il ne va pas pour un pont. Et puis je me lève, et puis je vais voir la maîtresse. Elle me dit, non, c'est pas bon, t'as fait d'erreur. Je retourne à ma place. Puis je me dis, attends, parce que moi déjà, sinon, je suis super têtue, quoi. Je me dis, la maîtresse, elle n'est pas bien réveillée, quoi, c'est tout, c'est dire comme ça, quoi, je vais retenter le coup. Et donc, j'y retourne. Et elle me dit, mais non, elle me dit, je t'ai dit que c'était pas bon tout à l'heure, ça n'est pas plus maintenant. Il y a une erreur. Je retourne m'asseoir, et puis là,
mon petit camarade à ma droite qui me dit « Mais non, tu t'es trompé, c'est d'abord je prends la douche et ensuite je prends le petit déjeuner. » Quoi? Mais moi, mais jamais de la vie, ma mère, elle me donnait la douche avant le petit déjeuner. Sinon, c'est évident que je me serais bardée de tâches, quoi. Mais c'est vrai, quand j'y repense, la maîtresse, elle avait un fils qui avait à peu près notre âge et qui était scolarisé dans le village d'à côté. Alors, je sais pas, peut-être que probablement, lui, c'était un gamin très propre, en fait, qui se tâchait pas. Et elle pouvait se permettre de lui donner la douche avant le petit-déj. Mais moi, ma mère, mais jamais de la vie, quoi. Alors, ça m'énerve un peu, cette histoire. Puis je me dis, merde, on va pas y passer trois plombs non plus, quoi. Alors bon, bah, je finis par inverser les étiquettes et je mets la douche avant le petit-déj. Et puis je retourne voir la maîtresse avec ça. Et là, putain, elle me dit, ouais, c'est bon. Elle me met le bon point, là, le smiley vert, quoi. Et là, moi, ce jour-là, j'ai compris un truc à l'école, en fait, assez important. J'ai compris que ce qui comptait, en fait, dans la vie, c'était pas d'être authentique et de dire la vérité. Pour pouvoir être validé, puis être tranquille, pouvoir continuer son chemin derrière, bah, fallait surtout dire à l'autorité ce qu'elle avait envie d'entendre. À la maîtresse, au prof, au flic, à qui tu veux. Alors, je suis retournée m'asseoir avec mon bout de vin, là. Et puis, quand même, derrière le dos de la maîtresse, moi, j'ai rétabli la vérité. Et donc, on retourne avec les livres. Donc, on a à l'usine, les mecs, ils y vont. Ils relancent la production de montres. Et puis, ils organisent un comité de vente, ils vendent les montres sur le parking de l'usine. Alors, t'as plein de gens qui viennent et tout, qui font la queue, des gens de Besançon. Parce qu'en plus, il y a des grosses manifs à ce moment-là à Besançon, des manifs de 15 000 personnes en soutien à l'usine. Il y a même des mecs qui vont envoyer des chèques en blanc avec des petits mots mettez-moi en 5 montres, c'est pour la solidarité, tout ça. C'est plutôt chouette. Bon, il y a quand même un gars qui fait la gueule, c'est le directeur officiel des ventes, là, il dit ouais, c'est bon, les ouvriers, la vente, c'est un métier, hein, ça va durer qu'un temps, et puis. Ouais. Bon, en attendant, en 6 semaines, les LIP, ils vont réaliser le chiffre d'affaires de vente que d'habitude l'usine met 1 an à faire. Bon, alors évidemment, c'est des conditions un peu particulières et tout, mais quand même, chapeau, quoi. Et donc, suite à ça, ça y est, ils peuvent sortir leur premier salaire. Et là, les mecs, ils sont comme des fous, quoi. Ils ont plus besoin de leader. Les syndicats, ils sont là, ils sont avec eux, mais c'est une pièce du puzzle parmi tant d'autres. Et c'est ça qu'on attend, en fait, du truc, quoi. C'est génial. C'est vraiment super. Le gouvernement, lui, il commence à faire un petit peu la gueule. Alors, plusieurs fois, il propose des plans, en fait, de relance de l'usine au LIP, et les LIP refusent parce que dans toutes les projections de ces plans, de toute façon, il y a des gens qui seront mis sur le carreau, il y aura des plans de licenciement. Donc ils refusent. Si bien qu'au bout d'un moment, ça commence à chauffer, alors on envoie des flics qui ont fini par récupérer l'usine. Les CRS récupèrent l'usine. Et les flics disent, mais rien à foutre en fait. Parce que l'usine, c'est pas les murs, c'est les ouvriers qui sont à l'intérieur. Alors ils se redéploient à l'extérieur. C'est un truc de malade. On va prendre les machines et on va les mettre dans le gymnase. Non mais tu verrais ça aujourd'hui, quoi, les machines dans le gymnase. Quoi. Déjà, il faut que les gens de la ville ils soient d'accord. C'est un truc de dingue, quoi. Et donc, ils relancent la production comme ça, on s'organise quand on fait des réunions au cinéma, et puis on fait la cantine dans le fort Brigitte à Besançon. Et puis ça continue comme ça. Ça continue, mais bon, c'est pas une solution en soi, quoi. Et donc, en 74, finalement, pour apaiser un peu le truc, il y a un patron qui va reprendre la boîte, avec quand même la condition de garder tous les LIP, il y a le plan de licenciement, on laisse tomber. Et en échange de quoi, les LIP, eux, vont restituer les montres et arrêter de foutre leur bordel, quoi. Et donc, l'usine reprend comme ça. Et les ouvriers récupèrent leur ancien poste de travail et puis ils font un peu la gueule quand même. Ils font un peu la gueule parce que l'autogestion c'était pas mal quand même sans le patron. Et là on retourne aux vieilles habitudes, mais bon, ma foi, bah, on a sauvé les meubles, quoi. Et donc le gouvernement met en place un plan d'aide financière à hauteur de 5 millions de francs à l'époque pour essayer de relancer un peu l'économie de l'usine. Et puis finalement ils arrivent à reprendre place sur le marché de la montre à quartz. Seulement en 1975, il y a la crise pétrolière et le gouvernement prévoit qu'il va y avoir des fermetures massives des usines en France. Et du coup, il ne faudrait pas que les idées un peu révolutionnaires des LIP viennent gangréner le cerveau des autres ouvriers de France un peu partout. Alors ils décident de punir l'usine LIP pour marquer l'exemple. Ce qui se passe, c'est que les gens coupent le robinet, le plan de 5 millions de francs terminé. Et puis à l'époque, l'usine Renault, elle est nationalisée. Et elle commande à l'usine LIP des pendulettes de tableau de bord. Et toutes les commandes sont coupées du jour au lendemain sans explication. Alors le patron, il n'a pas le choix, il finit par réunir ses ouvriers et il leur explique que cette fois-ci, bah, l'usine va fermer. 20 ans plus tard, les LIP, ils ont emmené le patron sur le site où on planquait les montres, de partout. Et ils ont dit au patron, bah voilà, c'est ici qu'on planquait les montres, mais tu ne faudras le dire à personne, quoi.
Et le patron, il est un peu flatté, et puis il dit ouais, mais pourquoi garder le secret? Aujourd'hui, 20 ans plus tard, tu parles, ça n'a plus de sens. Et les LIP ont répondu bah, on sait jamais, ça pourrait servir. Et moi, j'aimerais bien que ça resserve aussi, mais j'y crois pas beaucoup. En tout cas, c'est bien la preuve que quand les syndicats, ils écoutent un peu les ouvriers qui se mettent avec eux, on peut faire des choses. Bon, nous, on se démerde comme on peut à l'usine, on passe pas trop par les syndicats. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de bosser sur la machine 133, la fameuse machine que je voulais absolument purger. Et c'est la machine qui fait les plus grosses pièces en PVC, c'est vraiment des armoires électriques très grosses. Et puis j'ai mon chef de service, c'était un nouveau chef de service, il avait pris ses fonctions peut-être 2 semaines plus tôt. Il vient me voir, bonjour Pauline, bonjour. Il me dit, dis donc, c'est quoi la chaise qu'il y a là? Alors là, effectivement, il y a une chaise à roulettes de bureau, quoi, une vieille chaise abîmée. Moi je dis, j'en sais rien, moi la chaise elle a toujours été là, et puis en même temps elle n'est pas vraiment dans le passage, elle gêne personne, quoi. Il dit, mais vous en avez pas besoin techniquement. Bah, je dis non, on n'a pas besoin pour produire, quoi. Enfin, j'en sais rien, moi. Enfin, moi, j'ai 28 ans, ça va, tu vois, mais peut-être qu'après, les collègues qui sont proches de la retraite, quand on travaille de nuit, debout toute la nuit, ils ont un peu mal au dos, peut-être qu'ils se posent dessus 5 minutes, je sais pas, en fait. Bon, d'accord. Et puis, il se casse. Attends, il me fait quoi, lui? Ça fait 2 semaines qu'il est là, le mec, c'est limite, il nous traite de feignants, quoi. C'est ça, l'insinuation qu'il y a derrière. Alors, nous, on est solidaires, alors moi, je vais voir mes collègues pour les prévenir un peu. Je vais voir Michel. Et j'ai dit, Michel, c'est quoi, le chef, il m'a fait chier pour la chaise. Quoi, quelle chaise? Bah, tu sais, la chaise qui a la 133. Bah, qu'est-ce qu'elle a, la chaise? Bah, j'en sais rien. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, quoi. On est feignants, c'est ça? Bah, je dis, ça y ressemble bien, quoi. Il dit, attends, bouge pas. Putain, le lendemain, Michel, il arrive à l'usine. Il pose sa caisse à outils sur la table. Il rentre dans le bureau du chef sans frapper, comme ça. Il y a un problème avec ta chaise! Ah, bah non, mais Michel, mais moi, Et le chef, mais il se décompose, quoi. Il se liquéfie. Et moi, je suis mort de rire, quoi. J'en peux plus, quoi. Ben voilà, nous, c'est comme ça qu'on négocie, là. On passe pas par les syndics. On leur coupe à la racine toutes leurs idées un peu. Mais n'empêche qu'il nous a jamais fait chier. Ça a calmé. Alors, ouais, souvent, les gens, ils se disent, ouais, les ouvriers, ils sont violents, ils sont abrupts, comme ça. Tu parles. C'est pas de la violence, ça. On discute, c'est tout, quoi. Moi, je suis quelqu'un de vachement curieux, ça m'a beaucoup aidé dans la vie, parce que je mets toujours les pieds là où je suis pas trop censée être normalement, quoi. Là où on ne s'attend pas à me voir. L'été à Saint-Malo, il y a la nuit des galeries, vers la mi-août à peu près. La nuit des galeries, c'est un truc sympa où en fait les sculpteurs, les peintres, ils laissent leurs ateliers ouverts le soir jusqu'à peu près minuit, puis tu vas, tu flânes, tu regardes les œuvres d'art, et puis c'est le petit four, le coup à boire, c'est plutôt pas mal, quoi. Alors moi je traîne, je me pavane là-bas, quoi, ça m'éclate. Et puis je rentre dans la galerie d'un sculpteur, et puis là il y a une énorme statue, une tête de gorille immense, quoi, avec un regard vachement expressif et tout, vachement bien fait le truc, quoi, je suis impressionné, quoi. Et là je vois un type, il commence à tourner autour de la tête de gorille, comme ça, puis il la caresse, tu sais. Ah mais c'est d'une violence! Là je me dis putain, le type il a habité, quoi, complètement perché, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Je m'éloigne un peu quand même, tu vois, on sait jamais. Je continue mon tour, j'en fais pas de cas, quoi. Et puis, galerie suivante, j'arrive chez un peintre. Là pareil, il y a un grand tableau de l'art abstrait, puis un couple qui le regarde. Puis la nana dit à son mec, ah, j'adore cette œuvre, mais on sent toute la violence un peu qu'il y a derrière. C'est quoi ce délire avec la violence, quoi, tu vois? Je sais quoi, c'est le mot à la mode cette année dans l'art, quoi. Cette année, là, c'est d'une violence, tu vois. J'en sais rien, quoi, tu vois. C'est de l'art abstrait, quoi, ça va bien, quoi. Troisième galerie, toujours de la peinture. Là, c'est un tout petit tableau, une petite toile et tout. Et une nana pareil devant. Oh là là, mon Dieu, quelle violence, c'est d'une violence, vraiment. Et je dis, mais attends, enfin, je comprends pas parce que c'est un bateau, quoi, sur l'eau. On est à Saint-Malo, en plus, c'était pas très original. Là, je me dis, putain, c'est bon, quoi, c'est arrêté des bisounours avec des cœurs, c'était d'une violence pareille, quoi, tu vois. Et là, j'ai compris un peu le truc, j'ai fait, ouais, c'est bon, prochaine galerie, tu vois, j'arrive, je rentre, je vais faire un truc, tu vois, je vais regarder la première œuvre, puis je vais dire, ah, mon Dieu, c'est d'une violence! Et là, tout le monde va penser que j'ai fait les beaux-arts, quoi, tu vois. Ascension de classe sociale, quoi. Ils sont complètement tarés, les bourgeois. Je suis pas sûre d'avoir envie d'en être. Franchement, je regrette rien. Non, comme j'ai dit, la vraie violence, elle est à l'usine. Ça, c'est sûr. Pendant le premier confinement, j'ai travaillé dans une boîte de maraîchage. On m'a mis sur une machine qui sème des oignons.
Alors les graines d'oignon, pour ceux qui sont pas habitués au jardin, moi je visualisais pas forcément à quoi ça ressemblait avant de bosser là-bas. C'est des graines qui font quelques millimètres, hein, pas plus. Et donc la machine qui sème les graines d'oignon, elle les met dans des plaques en plastique avec des alvéoles recouvertes de terreau. Bon, visuellement ça ressemble à une gaufre en fait. Hein. Et les plaques elles passent sur un tapis convoyeur et la machine elle vient semer les graines. Seulement la machine elle déconne. Des fois dans les alvéoles, au lieu d'avoir 6 graines, parce que c'est ce que les maraîchers demandent, 6 graines par alvéole, il n'y en a pas du tout, voire il y en a une seule ou deux. Alors du coup on vole un peu le client quoi. Alors là mon job c'est, j'ai un paquet de graines, je fais le piquer au pied de la machine, puis là où il en manque, je complète. J'ai des plaques qui me défilent sous les yeux comme ça, des fois d'ailleurs ça fait un peu tourner la tête quand vous allez voir passer. Et je complète là où il en manque, dans un bâtiment tout pourri ouvert sur l'extérieur où j'ai les courants d'air et tout, c'est génial. Et donc je fais mon truc, tout ça, et puis j'ai mon compartiment à côté de moi en métal là pour remplir les graines. Et puis derrière j'ai une table avec tous les sachets à disposition. Et puis ma collègue, elle court comme une dératée. Tantôt il faut qu'elle aille remettre du terreau ici, des fois il faut qu'elle aille au bout de la ligne pour récupérer les palettes de produits finis parce que derrière ça pousse et puis ça bloque la machine. Et je vois qu'elle court partout quoi. On est en binôme, elle est en CDD et puis elle vise un CDI, alors bon, elle se donne à fond quoi, elle a 20 ans, elle sort de l'école. Et j'ai dit mais attends, reste, te prends pas la tête, moi je vais remplir le compartiment à graines quoi, ça va, on répartit un peu les charges, on sera mieux quoi. Et donc je fais mon truc, comme ça je m'emmerde moins aussi moi de mon côté quoi. Et là il y a le chef de prod qui me voit. Il me dit ah non, toi Pauline, t'es intérimaire, tu touches à rien, tu ne prends aucune initiative. Parce que si tu fais une connerie, c'est ta collègue qui va prendre. Ben, j'ai dit déjà mon grand, si je fais une connerie, je pense que je peux assumer, on n'est peut-être pas obligé de charger ma collègue quoi. Puis ça va, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, je remplis juste des graines dans un... Regarde, elle court partout, c'est n'importe quoi, quoi. Elle va faire un AVC, elle conseille, quoi. Ou une microdystamique, ça dépend, je sais pas. Et donc, il me dit non, tu touches à rien et tout. Puis, bah, allez, vas-y, je laisse tomber. Il se casse, puis je vois avec ma collègue, je fais non, mais franchement, tu veux pas qu'on essaie quand même de voir. Elle me dit si, c'était mieux, t'as raison, on était plus tranquille comme ça, quoi, ça déchargeait un peu. Et du coup, on fait notre sauce, on fait notre truc à notre manière, et puis on s'occupe pas de ce qu'il nous dit, quoi. Et donc, on bosse, et puis au bout d'un moment, j'en ai marre parce que je suis là à compléter mes graines. Puis je me rends compte que plus haut sur les plaques, là, il y a d'autres alvéoles où putain, il y a 10 ou 12 graines dedans. Et ça pose un problème en fait, parce que après, les plaques, elles vont dans les serres chauffées, les oignons, ils commencent à pousser, et le maraîcher, lui, ce qu'il récupère, c'est les jeunes pousses d'oignons comme ça, quoi. Et quand il récupère les oignons qu'il y a dans une alvéole pour les repiquer en pleine terre, s'il y avait 10 graines ou 12 graines, bah du coup, ça lui donne des oignons qui sont tout tassés, qui sont tout petits. Ils n'avaient pas la place pour pousser. Et le mec, c'est pas ce qu'il a demandé, quoi. Donc le produit, il n'est pas conforme. Et moi, ça m'emmerde. Je dis à ma collègue, ouais, appelle la responsable qualité, le produit n'est pas conforme, j'arrêterai bien la machine et tout, le temps qu'elle vienne pour pas que ça fasse de la perte s'il fallait pas les passer. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, moi je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas en fait, parce que c'est moi qui est en train de m'emmerder à compléter un truc, quoi. Et donc, ce jour-là, le chef de prod, là, il est pas là. Il est parti en déplacement. Et moi, j'en profite. Je dis à ma collègue, vas-y, donne-moi le téléphone, je vais appeler la responsable qualité, moi. Parce que j'avais remarqué un truc. Dans la cantine, quand j'allais chercher ma gamelle, je me rendais compte que le chef de prod, à chaque fois que la responsable qualité, Marion, elle ouvrait la bouche, il se mettait à rire grassement devant tous les collègues, devant les mecs. On a l'impression que tout ce qu'elle disait, c'était de la merde, quoi. Et elle était un peu réservée, elle se laissait faire, elle disait jamais rien, et moi, ça me faisait un peu mal au cœur, quoi. Alors, ce jour-là, je prends le téléphone, et puis je l'appelle, je lui dis de descendre. Alors, elle descend, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dis, regarde, je mets des graines là où il en manque, mais de l'autre côté, de toute façon, il y en a trop, donc c'est pas conforme, c'est n'importe quoi, vous allez avoir un retour client. C'est débile, quoi. Elle me dit, mais Gwen, le chef de service, le chef de prod, il t'a dit quoi? Ben, je dis, Gwen, il n'est pas là, en fait, aujourd'hui. Puis toi, tu es responsable qualité, et c'est un problème de qualité, donc tu as autorité, en fait, si tu veux, à arrêter la machine pour non-conformité. Elle me dit, non, mais tu fais comme Gwen t'a dit. Mais je fais, c'est ridicule, regarde, on va faire de la perte pour rien, je trouve ça un peu con, quoi. Et là, la nana, putain, elle me dit, non, mais en fait, Pauline, t'as pas à penser. Ah, j'ai pas à penser, carrément, quoi. J'étais furieuse, je suis montée dans une colère noire, quoi. D'où t'as à me dire si j'ai à penser ou pas, quoi. T'as le contrôle de mon cerveau aussi, peut-être, maintenant. Je vous donne mon corps pendant 7 heures, ça vous suffit pas, quoi. Ils se prennent pour qui, ces gens-là? J'ai pas à penser. D'où c'est l'intérêt d'une entreprise qu'il y en a certains qui pensent et d'autres pas du tout, quoi. N'importe quoi. Je suis montée dans les tours, ça a commencé à partir. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est l'autre connard de chef sexiste à qui j'en voulais le plus. Et là, je l'ai vu se niquer sur place et j'ai dit non, mais vas-y, laisse tomber, t'inquiète, c'est pas grave. Demain, il est là, Ben? Elle m'a dit ouais, il revient demain. Je fais bon, bah laisse tomber, je réglerai ça avec lui, je lui en parlerai. Et donc, je finis ma journée de travail, et puis je pars de l'usine, puis je vais faire mes courses. Et là, il y a la boîte d'intérim qui me téléphone. Il m'explique que je suis virée. On était jeudi soir, mon contrat, il allait jusqu'au vendredi, normalement. Et mon chef de service, quand il est rentré de son déplacement le soir et que Marion lui a expliqué ce qui s'était passé, avec beaucoup de courage, tu vois, il a appelé la boîte d'intérim pour qu'il me vire.
J'ai même pas été virée par eux en direct, quoi. Et ça m'a fait halluciner. Alors moi, je suis passée voir la boîte d'intérim, je me suis dit, merde, quoi. Parce qu'après, moi, je peux être grillée derrière par la boîte d'intérim, j'ai été virée, ça la fout mal, ils vont pas me redonner de taf, quoi. Et là, j'apprends qu'en fait, ce que Marion a expliqué à la boîte d'intérim, c'est que, en fait, Pauline, ça l'emmerde de faire ce travail-là sur ce poste-là, donc du coup, elle a refusé de le faire. La version bien raccourcie des faits, quoi. Alors moi, j'aurais expliqué ce qui s'était passé, et puis c'en est resté là. Seulement, le lendemain, il fallait que je retourne à l'usine, parce que, comme je me suis fait virer un jeudi soir, alors que mon contrat, il allait jusqu'au vendredi, j'avais laissé mes chaussures de sécurité et tout, quoi. Et je vais chercher mes chaussures de sécurité, puis putain, là, je vois le patron dans la cour, quoi, avec le chef de service. J'arrive, le chef de service, il se barre, le patron, il dit, ah non, viens voir. Il sait que ça va être la merde, quoi. Et donc, je commence à râler et tout, je dis, ouais, machin, c'est pas normal et tout. Et le patron me dit, ah non, mais calme-toi, Pauline. C'est vrai, jusqu'à présent, moi, ton boulot, j'ai jamais rien à redire, tu travailles bien et tout, t'es solidaire quand il y a besoin d'un coup de main et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Et franchement, c'est bien, on te remercie d'avoir vu qu'il y avait des erreurs, de l'avoir signalé, de... Mais ben voilà, en fait, t'as outrepassé ton rôle d'intérimaire. Et puis, les ordres, c'est les ordres. Et j'ai été virée. Ben, moi, je suis bien contente d'avoir été virée de bon débarras, quoi. L'industrie, aujourd'hui, c'est ça. Alors, ce soir... pour jouer cette conférence, j'aurais pu lire des tonnes de bouquins. Genre des pavés de 500 pages sur l'usine, écrits par des bourges qui n'ont jamais mis les pieds à l'usine. Et ça, moi, j'en ai marre, en fait. J'en peux plus qu'on vienne parler à ma place. Alors, non pas que le contenu de ces bouquins soit pas super instructif. Et effectivement, j'aurais pu m'en servir pour venir alimenter ma conférence. Parce que moi, l'histoire des ouvriers à travers les siècles, je ne connais pas par cœur. Hein. Mais ces outils-là, c'est des outils universitaires. Et je vois pas pourquoi je me forcerais à les adopter, c'est pas les miens. Moi, je suis ouvrière et j'ai besoin d'incarner un minimum ce que je raconte, parce que sinon, j'y arrive pas. Et le collectif L'Ardeur, ce soir, il me permet un peu de prendre cette parole. Alors, je la prends. Moi, je veux m'adresser surtout à la classe populaire. J'ai envie de leur dire que le savoir, on l'a, et puis l'intelligence aussi. Donc, finalement, il n'y a rien qui nous empêche de rentrer en politique un peu comme l'ont fait les Gilets jaunes, quoi. Moi, j'ai quitté l'industrie. J'aimais pas l'industrie, j'y suis arrivée par défaut, à la base. Mais pour les gens qui y restent, quand ça se passe mal dans les usines, protester, ça peut être quoi? Déjà, les mecs, arrêtez de respecter les quotas de production, quoi. Wow, calme. Il faut vraiment ralentir le rythme, quoi. T'es pas d'accord avec le patron? Tout le monde ralentit le rythme. Jusqu'à ce que ce soit lui qui cède aux négociations. C'est jouable. Parce que c'est quoi le délire d'aller toujours plus vite? Ils veulent quoi, les mecs, un raccourci leur cercueil? Les 3-8, ça devrait pas être autorisé. Délocaliser pour aller exploiter de la main-d'œuvre étrangère bon marché, ça devrait être interdit aussi. Et puis produire de la merde, toujours au moins cher possible, alors que ça fait de la concurrence déloyale envers tous les artisans qui crèvent, ça devrait pas être autorisé non plus. Putain, il y a des choses à faire, quoi. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas attendre après les syndicats pour des solutions qui soient radicales. Les syndicats, ils vont faire quoi? Allez, ils vont gratter quelques miettes au patronat, ils vont faire tampon pour pas que les ouvriers se mettent en colère. C'est bien, c'est utile, mais c'est pas assez. Et je sais qu'ils n'aiment pas quand on dit ça, mais moi je le pense. Je pense que c'est pas assez. Et puis je sais pas, certains bourgeois de gauche là qui veulent nous aider, c'est cool, mais putain les mecs, on est en 2021 et Karl Marx il est mort, jusqu'à preuve du contraire. Et donc rester nostalgique d'une époque révolue, ça va pas nous aider à grand chose. Je dis pas qu'il faut jeter les bonnes idéologies du passé à la poubelle et qu'il ne faut pas essayer de les mettre en place, c'est pas ça que je dis. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on se réinvente collectivement dans les luttes, parce que le monde il change et il faut s'adapter, et t'inquiète que lui, le capitalisme, il s'adapte. Grosso modo, je veux juste dire que si tu veux politiser un jeune de 18 ans à l'usine, Marx, bon courage, hein, ça va pas marcher. C'est pas avec ça que tu vas y arriver, quoi. Et pourtant, c'est ces jeunes-là aujourd'hui qui sont dans les usines. Et la petite bourgeoisie intellectuelle, elle peut pas se prétendre intellectuelle quand elle fait du mépris de classe. Ça, c'est pas possible. Et puis les gars des bureaux des méthodes, là, au lieu de descendre dans les ateliers pour nous dire comment travailler, putain, les mecs, mais descendez dans la rue avec nous, quoi. Parce que, aujourd'hui, la logique du profit, elle détruit tous les métiers. L'injonction à la rentabilité, elle s'applique à l'éducation nationale, chez les flics, dans la santé, dans les organismes sociaux. C'est un truc de malade. Si tu prends, je sais pas moi, une aide-soignante au SMIC et un grand médecin à plusieurs milliers d'euros dans le même hôpital, en fait, ils subissent tous les deux la même perte de sens et de valeur de leur travail.
Parce qu'on est tous plus ou moins devenus les larbins d'une poignée d'actionnaires qui réclament toujours plus de dividendes. Et cette société-là, moi, c'est pas celle dans laquelle je veux vivre. Mais par contre, c'est celle que mon gouvernement a permis. Et du coup, il va falloir faire bloc pour empêcher cette politique. Alors ouais, bah pour moi, c'est facile à dire, c'est sûr. Je quitte l'usine et j'ai pas la prétention d'avoir la solution à tous nos problèmes, mais putain, une chose est sûre, c'est que, je sais pas, personne ne devrait aller travailler comme on envoie un mannequin en crash test dans une broyeuse à rêve, quoi. C'est pas possible. Le capitalisme, c'est une putain de machine infernale qui vient placer des points de non-retour dans ses circuits à chaque fois qu'il avance d'un grade. Bah moi non plus, j'ai pas envie de faire marche arrière. Parce que je suis en colère, mais je reste digne. Et ma conférence dans l'engrenage ce soir, bah, c'est mon clapet anti-retour. C'est gênant là. Merci à vous. Merci.